Hiruma est un petit raté puant, transpirant, stupide, qui ne connaît rien aux réalités de ce monde. Ses parents décident de le faire adopter parce qu'Hiruma est vraiment un bon à rien, mais sa vie change quand un démon décide de l'adopter et l'emmène dans le royaume des démons. Loin du royaume des humains, les démons règnent sur un monde aux côtés d'une variété de monstres et d'hommes bêtes. Depuis la disparition du dernier roi des démons, le trône est vacant et tout le monde se demande qui sera leur prochain souverain. D'un autre côté, Hiruma est un gamin de 14 ans qui fait toutes sortes de petits boulots parce que ses parents ratés refusent de travailler eux-mêmes. En plus de ça, c'est aussi une bonne patte qui ne dit jamais non et finit par travailler beaucoup sans gagner grand-chose. Un jour, alors qu'il travaillait sur un tonnier, il réussit à peine à survivre aux poissons tombants de tous les conteneurs de stockage, mais le temps s'arrête soudainement et il se retrouve ligoté et vendu à un démon portant de petites lunettes. Le démon se téléporte avec lui et jette un sort qui lui permet de comprendre le démoniaque, expliquant qu'il a été vendu par ses parents et que c'est le monde souterrain, gouverné par les démons. Il l'emmène ensuite à son manoir, Hiruma se demandant s'il aurait son dîner ce soir, mais il se retrouve assis sur une chaise, le démon s'inclinant devant lui et lui demandant s'il aimerait devenir son petit-fils. Le démon se présente comme Sullivan et explique qu'il a été célibataire toute sa vie et qu'il est devenu jaloux de ses amis qui se vantent de leurs petits-enfants, alors il voulait aussi avoir son propre petit-fils. Il le supplie, le prie d'accepter et Hiruma étant la bonne patte qu'il est, Hiruma finit par signer le contrat et devient le petit-fils d'un démon du jour au lendemain. Après le contrat, Sullivan utilise sa magie pour décorer sa chambre avec des meubles élégants et l'habit d'un pyjama. Il lui donne tous les livres et les choses dont il pourrait avoir besoin pour ses études scolaires et révèle qu'il sait qu'il n'a pas pu faire d'études à cause de ses parents égoïstes et qu'il rejoindra donc l'école des démons dès demain. Il lui dit qu'il ira bien tant que personne ne découvre qu'il est humain, sinon il le mangerait ni pour le dîner. Hiruma commence à paniquer mais Sullivan l'asperge de son jus et dit qu'avec ce parfum, personne ne pourra le distinguer. Après cela, il endort Hiruma et sort pour rencontrer son serviteur, Opera, qui lui demande pourquoi il a décidé d'adopter un humain au lieu d'un démon, mais Sullivan lui dit de juste observer en silence. Le lendemain, il dépose Hiruma à l'école et Sullivan prend aussi une photo de lui. À l'école, Hiruma voit toutes sortes de démons, y compris cette beauté, puis se dirige vers l'auditorium pour assister à la cérémonie d'entrée où ses camarades de classe chantent leur hymne démoniaque sur le fait de manger des humains et de leur faire mouiller leurs pantalons. Après cela, l'hôte dit à tout le monde que leur président va leur adresser quelques mots et tout le monde commence à crier comme des filles agaçantes à un concert de musique et il s'avère que le président n'est autre que Sullivan lui-même. Il sort une impression de la photo qu'il a prise avec Hiruma ce matin et raconte à tout le monde qu'il a maintenant un petit-fils et à quel point il est ravi qu'il les rejoigne à l'école. Après cela, l'hôte appelle l'étudiant le mieux noté de leur promotion pour prononcer le discours, mais Sullivan le change pour qu'Hiruma le fasse à la place. Cela le rend très nerveux, mais Sullivan s'en occupe une fois de plus en lui donnant un discours préécrit et lui dit de le lire à voix haute. Hiruma essaie de lire le charabia sur le papier et il s'avère que c'est un sort super interdit qui projette le lanceur au loin comme des terroristes s'il prononce mal ne serait-ce qu'une seule lettre. Le sort a aussi pour effet d'empêcher le lanceur de trébucher et de tomber pendant 24 heures. Le voir exécuter le sort à la perfection rend tout le monde vraiment choqué et stupéfait, et même les professeurs l'encouragent pour cette performance. Après cela, il quitte la scène et est approché par l'étudiant le mieux noté, Alice. Il le défie en duel pour lui avoir volé la vedette et révèle qu'il est le fils de l'une des 13 couronnes qui sont au sommet de la classe dirigeante dans le monde des démons. C'est un spécialiste de la magie du feu et il lance un barrage de boules de feu sur Hiruma pendant leur combat. Mais à la surprise générale, Hiruma parvient à les esquiver toutes, et nous découvrons qu'au fil des années d'abus et d'exploitation par les gens autour de lui, Hiruma a développé la défense ultime connue des fans de Dragon Ball sous le nom d'Ultra Instinct. Tous les spectateurs pensent qu'il ne fait que jouer avec Alice et cela le met vraiment en colère, alors il utilise son sort ultime et forme une lame de feu et charge pour couper Hiruma avec. Hiruma esquive l'assaut et Alice finit par courir vers une fille innocente dans la foule. Hiruma essaie de l'arrêter en le faisant tomber, mais grâce à son sort qu'il a lancé plus tôt, il finit par attraper Alice et le met KO avec un German suplex parfait. Cet événement fait la une du journal de l'école et Hiruma devient involontairement très populaire dès son premier jour. Il se rend au bureau de Sullivan juste pour le voir s'extasier sur son petit-fils nouvellement adopté, mais Alice entre alors et s'incline devant Hiruma et dit que selon la loi démoniaque, il est maintenant son serviteur et fera de son mieux pour éliminer tout le monde autour de lui afin de faire de lui le meilleur de l'école. Le lendemain, Sullivan et Opera offrent de nombreux cadeaux à Hiruma et lui demandent comment il a trouvé son premier jour d'école. Hiruma décide de leur dire qu'il ne veut pas y aller car il craint d'être mangé par tous les démons autour de lui, mais étant la bonne patte qu'il est, il finit par dire qu'il veut y aller au lieu de dire non au visage expectant de Sullivan. À l'école, il rencontre Alice à l'entrée qui dit qu'il l'attend là depuis 6 heures et 6 minutes et porte son sac pour lui.
Il explique ensuite que les 163 nouveaux étudiants seront divisés en différents groupes jusqu'au début des cours et qu'ils sont tous les deux dans le même groupe. Pour leur première activité, ils feront un rituel d'invocation de familiers et ils iront donc à la salle des familiers. Il explique en outre que c'est un rituel à l'école et que le rang de chaque élève sera déterminé par le type de familier qu'il invoque et apprivoise. Cela décidera également de la classe dans laquelle ils commenceront et leur professeur, cette fois, est dit être le célèbre instructeur Caligo qui est le frère animé de Rogue de Harry Potter. Il explique ensuite la méthode d'invocation des familiers et dit que quiconque échoue sera immédiatement expulsé. Sur ce, tout le monde commence à invoquer ses familiers et Alice réussit à invoquer un serpent Gorgone. Caligo semble en vouloir à Iruma parce qu'il pense qu'il est entré grâce à son grand-père agaçant et agit comme un grand ponte. Malgré cela, c'est un instructeur honnête et il appelle Iruma à s'avancer pour effectuer le rituel, lui rappelant que s'il échoue, il serait expulsé. Iruma y réfléchit une seconde et pense que ce pourrait être un bon moyen de sortir de cette situation puisqu'il est humain et ne pourra pas effectuer le rituel. Il brûle alors joyeusement son sceau d'invocation sur la flamme magique et à la surprise générale, finit par invoquer nul autre que Caligo comme son familier. Le sort transforme Caligo en sa forme d'oiseau démoniaque et en fait le familier d'Iruma. Ils vont tous les deux immédiatement voir Sullivan pour trouver un moyen d'annuler le contrat, mais il explique que le contrat n'est pas modifiable et qu'ils sont tous les deux liés l'un à l'autre pour 1 an. Sur ce, Caligo tombe en dépression et Iruma réussit l'examen et personne ne sait comment le classer. Après cela, Iruma se dirige vers sa prochaine classe avec Alice et attire beaucoup d'attention car il effraie tout le monde devant eux. Une fois arrivés à leur salle de classe, une fille aux cheveux verts roule dans des cartons et fait semblant d'être une boule de bowling. Elle se présente comme Carla et ses pieds comme non adaptés au travail. Elle semble vraiment excitée et hyperactive comme une enfant sous l'effet du sucre, faisant se demander à Iruma pourquoi il s'est retrouvé dans cette situation. Alice explique qu'elle est célèbre pour être une excentrique et c'est une vraie plaie si elle s'attache à toi, alors personne ne l'approche. Ils décident de tous les deux de s'éclipser, mais un professeur court vers eux et utilise sa magie pour les ligoter tous et dit à Alice et Iruma de s'occuper de Carla car elle causait des problèmes au professeur. Sur ce, ils sont tous déposés sur la pelouse devant le bâtiment et Carla commence à montrer à Iruma et Alice toutes sortes de choses de sa collection. À un moment donné, elle finit par demander à Iruma de jouer avec elle. Étant le mâle bêta qu'il est, il finit par suivre tous ses ordres et se transforme même en chien pour elle. Alice essaie d'arrêter Carla, mais elle le fait jouer aussi en utilisant Iruma, et ils passent des heures à jouer ensemble. Après cela, elle sort des collations de sa poche magique et les partage, expliquant que c'est l'objet magique spécial de sa famille qui lui permet de créer n'importe quoi et de le sortir de là tant qu'elle l'a déjà vu. Juste à ce moment-là, un groupe d'étudiants l'interpelle et lui demande des boissons avant de s'en aller. Iruma s'interroge à leur sujet et Carla explique qu'ils sont ses camarades de jeu et jouent avec elle en échange de collations. Iruma prend note de cela et se sent triste pour elle car elle est utilisée par eux, tout comme il l'était dans le monde humain. Les jours suivants, Iruma promet de jouer avec Carla et à chaque fois, elle lui donne des collations et des choses après avoir fini de jouer. Voyant cela, Iruma lui prend les mains et dit qu'il ne veut pas de ces choses d'elle, ce qui la fait pleurer car elle pense qu'il va la quitter. Elle dit qu'elle sait qu'elle est bizarre et stupide et que personne ne veut être près d'elle. Mais Iruma la coupe et dit qu'il veut être avec elle pour de vrai et non quelqu'un qui l'utilise pour ses collations gratuites. Cela fait rougir Carla et elle devient vraiment heureuse et coupe ses liens avec les mauvais élèves d'avant. Le lendemain, Alice et Carla viennent toutes les deux chercher Iruma chez lui afin qu'ils puissent marcher ensemble jusqu'à l'école. Sullivan voit cela et devient vraiment heureux de voir son petit-fils se faire de nouveaux amis et cela surprend Iruma car il n'avait jamais eu d'amis dans son ancienne vie. Plus tard ce jour-là à la cafétéria de l'école, Iruma demande à Alice les symboles étranges sur le menu et il explique que ce sont des symboles de rang et à leur école, bable. Les gens ne peuvent commander de la nourriture que du menu de leur rang et comme ils sont sans rang pour l'instant, ils ne peuvent commander que dans cette courte sélection en bas. De plus, la nourriture à l'école est gratuite et vous pouvez acheter des choses au magasin de marchandises si vous le souhaitez. Entendre parler de nourriture gratuite réveille le paysan en Iruma et il finit par commander 50 portions de tout et nettoie toutes les assiettes. Cela surprend et fait admirer tout le monde car un appétit massif est un symbole de force chez les démons et toute cette cuisine fait aussi tomber le chef d'épuisement. Juste à ce moment-là, ils entendent le propriétaire du magasin de marchandises attraper Carla alors qu'elle lui cause des problèmes et il explique qu'elle est bannie du magasin à cause de ses pouvoirs. Juste à ce moment-là, Caligo entre et dit qu'il est déçu de voir des gens causer des problèmes le jour où il décide de revenir à l'école et découvre qu'Iruma est derrière tout cela. Il remarque aussi Carla et décide de simplement faire demi-tour et de partir, mais Carla l'attrape et dit qu'elle veut le voir se transformer en petit oiseau. Iruma attrape instantanément un cercle d'invocation du magasin et invoque Caligo, ce qui le fait se transformer en son familier. Le propriétaire du magasin l'accuse de vol à l'étalage et ils s'enfuient tous, mais Caligo se fait attraper et finit par tout payer lui-même.
Dehors, Carla partage des glaces avec Alice et Hiruma, et Hiruma dit qu'il est vraiment heureux d'avoir des amis comme eux. Cela les rend tous les deux très confus car ils ne savent pas ce que sont les amis, et Hiruma explique que ce sont des gens avec qui on joue, on mange, et qui sont vraiment importants pour vous. Cela les rend tous les deux très excités, et ils commencent à se battre pour le titre de meilleur ami d'Hiruma. D'un autre côté, nous voyons Sullivan et le conseil scolaire décider des classes des nouveaux élèves, et nous découvrons que Carla, Hiruma et Alice sont tous désignés pour faire partie de la section des enfants à problème appelée la classe des inadaptés. Le lendemain, Sullivan dit à Hiruma qu'il a décidé de le mettre dans la classe des inadaptés afin qu'il ne se fasse pas remarquer comme il l'avait demandé. Hiruma le remercie et sort pour aller à l'école avec ses amis. Alice lui demande pourquoi il marche toujours à l'école au lieu d'y voler, et Hiruma se demande si c'est la fin de sa nouvelle vie, mais Alice dit alors que ce doit être parce qu'il veut renforcer ses muscles des jambes et décide de s'en tenir à cela. Après être arrivés à l'école, ils vont tous à la tour de première année pour se rendre à leur salle de classe et finissent dans un trou puant où se trouve la salle de classe des inadaptés. Hiruma entre et est immédiatement attaqué par un tas d'armes, mais grâce à son ultra instinct, il parvient à toutes les esquiver. Ses camarades de classe le saluent et expliquent qu'il pariait sur combien le toucherait et qu'il est le premier à les avoir toutes esquivées, même s'ils en avaient un autre qui avait attrapé toutes les armes à la place. Juste à ce moment-là, un démon aux cheveux blonds s'approche d'eux et se présente comme Sabro et dit qu'il ne fera jamais quelque chose d'aussi lâche que d'esquiver. Il dit qu'il va être le prochain roi des pirates, mais réalise alors que c'est le mauvais animé et se corrige en disant qu'il voulait dire le prochain roi des démons. Il dit qu'il atteindra d'abord le rang Yad, puis deviendra le roi des démons et explique qu'il y a 10 rangs parmi les démons et que Yod est le plus élevé de tous. Juste à ce moment-là, Caligo entre et révèle qu'il est leur professeur grâce à eux, ce qui l'a fait arriver en retard à sa réunion de professeurs où il a été élu professeur de leur stupide classe. Il fait ensuite l'appel et dit que leur première tâche sera une course à travers la vallée couverte de brume. Il y a 2 routes vers le drapeau d'or, l'une étant plus longue mais plus sûre, tandis que l'autre est plus courte mais dangereuse. Le gardien du chemin dangereux étant d'humeur changeante ces jours-ci, ils n'utiliseront que le chemin le plus long, mais Sabro dit qu'il prendra la route la plus courte car c'est ce que ferait le roi des démons. Caligo regarde son idiot et dit qu'il s'en fiche et leur dit de faire ce qu'ils veulent. Sur ce, s'ils commencent la course et tout le monde s'envole, sauf Hiruma. Il se demande quoi faire, mais Caligo le pousse de la falaise et lui dit de se dépêcher. Après cela, il sort un miroir d'observation et l'utilise pour regarder tous les élèves et les observe faire des bêtises en volant à travers la vallée. Saburo finit par rencontrer le gardien fou de la vallée et se fait botter le cul par lui. Alice traverse la vallée à toute vitesse en utilisant son invocation d'élite et sa magie du feu, tandis que Carla l'utilise comme un animal de compagnie et monte sur son dos. D'un autre côté, Hiruma est attrapé par un groupe de monstres oiseaux alors qu'ils volent vers leur nid pour le déjeuner, mais il tombe ensuite dans le nid du gardien de la vallée. Là, il voit son bébé qui a une patte blessée et propose de l'aider en la soignant avec un morceau de tissu. Hiruma essaie de gagner sa confiance en se coupant la main et en lui montrant comment il veut soigner sa patte en l'enveloppant d'un tissu. Et l'oisillon accepte. Mais quand Hiruma essaie de l'envelopper, une goutte de son sang tombe dans la blessure et guérit l'oiseau immédiatement. Cela rend l'oiseau vraiment heureux et il propose de transporter Hiruma jusqu'à l'objectif final sur son dos. L'oiseau l'emmène finalement à sa mère qui s'avère être la gardienne de la vallée. Il trouve la gardienne en plein combat contre Saburo et Hiruma remarque que la gardienne prévoit de porter le coup de grâce à son camarade de classe. Ils sautent entre eux et dit à la gardienne d'arrêter et l'oisillon explique tout à sa maman et ils finissent tous les deux par s'incliner devant Hiruma en signe de gratitude. Ils les emmènent ensuite tous les deux à la ligne d'arrivée et de retour à la zone de départ. D'un autre côté, nous voyons Alice arriver en premier, Carla est en deuxième et tout le monde attendant Hiruma et Saburo à la fin. Ils arrivent alors finalement tous les deux à dos du gardien, ce qui surprend tout le monde et les place en dernière position. Après cela, Caligo sort le hibou de classement et dit aux élèves de se faire classer. Le hibou est connu pour être très observateur et il accorde des rangs basés sur son évaluation impartiale. Alice finit avec le rang le plus élevé de la classe, avec le badge d'Alet qui est le 4e rang. Carla et Jazz obtiennent le 3e rang, appelé Guimel. Sabro obtient le badge bête de 2e rang, aux côtés d'un tas d'autres démons, et Hiruma sort un anneau doré qui s'attache à sa main de façon permanente. L'anneau invoque une créature sombre qui pousse un cri fort qui alerte même Sullivan. Il commence alors à aspirer le pouvoir magique de quiconque essaie de s'en approcher et Caligo décide de couper la main d'Hiruma pour la sécurité des autres élèves. Mais juste à ce moment-là, Sullivan arrive et remplit l'anneau de sa propre magie et explique qu'il s'appelle l'anneau de la gourmandise et qu'il est complètement sûr tant qu'il est plein d'énergie magique. L'anneau est utilisé pour stocker du mana afin de lancer des sorts plus puissants et il ne sait pas pourquoi Hiruma a eu l'anneau au lieu de son badge de rang et en rit. Sur ce, Hiruma est placé tout en bas de l'échelle de classement au premier rang, Aleph, mais fait la une pour sa manière inhabituelle de terminer la course à dos du gardien de la vallée et d'obtenir l'anneau au lieu d'un badge de rang du hibou.
Le lendemain, après avoir été classés ados, ils assistent à des cours avec d'autres professeurs et Caligo leur conseille à tous d'être respectueux et de ne pas causer de problème aux autres autour d'eux. Sur ce, Iruma découvre toutes sortes de leçons et arrive finalement au cours de botanique démoniaque où la professeure leur montre comment faire fleurir une fleur en utilisant leur magie. Elle leur dit d'imaginer le genre de fleurs qu'ils veulent faire pousser et tout le monde crée toutes sortes de fleurs d'apparence étrange, y compris ce cerveau d'oiseau nommé Kamui qui est totalement un vrai homme de culture. Iruma se dit qu'il aurait aimé faire pousser une belle fleur, lui aussi s'il avait de la magie, et pose sa main avec l'anneau sur la plante et à sa surprise, il fait fleurir le jeune plant en un gigantesque cerisier en fleurs. Sullivan l'appelle et explique que grâce à l'énergie magique qu'il a stockée dans son anneau, il est maintenant capable d'utiliser la magie, et Iruma souhaite l'avoir su avant. Après cela, il va aider les nettoyeurs à nettoyer le désordre causé par son arbre massif qui a traversé le toit du bâtiment. D'un autre côté, nous voyons le conseil des élèves parler d'Iruma et nous rencontrons également leur chef, la présidente du conseil des élèves, et la fille de l'une des 13 couronnes, Ameri. De leur conversation, nous découvrons que les démons ne croient pas en l'existence des humains et les considèrent comme une superstition, mais Ameri a une théorie selon laquelle Iruma est un humain et se dit que les humains sont en fait réels et que leur existence n'est connue que de très peu de démons. Elle entre ensuite dans sa chambre et révèle une pièce secrète derrière le mur où elle possède une collection de textes sacrés du royaume humain, transmis dans sa famille de génération en génération, appelée manga. Elle commence alors à lire cette série de mangas intitulée First Love Memories et semble intéressée par l'aspect romantique même si elle ne peut pas lire ce que dit le texte. Plus tard ce jour-là, elle rencontre Iruma et compare leur rencontre à ce qu'elle a vu dans le manga et pense qu'il essaie de la faire tomber amoureuse de lui et pense qu'il doit être un humain comme elle l'avait théorisé. Elle panique, pensant qu'en tant que présidente du conseil, elle doit le livrer aux autorités et le renvoyer dans le monde humain. Mais là, le manga glisse dessous sa chemise et Iruma le ramasse. Il remarque le manga, dit qu'il était l'un des éditeurs et qu'il l'aime beaucoup, ce qui intrigue encore plus Ameri. Après avoir confirmé qu'il lit la langue humaine, elle l'entraîne dans sa chambre pour qu'il lui lise le manga avec thé et collation. Ainsi, ils deviennent bons amis, elle met même son numéro dans son téléphone et lui dit de la retrouver seule après les cours pour leur séance manga. Ensuite, Iruma sort et voit tous les messages et appels manqués d'Alice qui lui dit que le conseil étudiant le cherchait et que la présidente veut lui parler. Il se demande qui est la présidente du conseil et rentre chez lui. Le lendemain, Opera demande à Iruma s'il veut retourner dans le monde humain. Si oui, il doit obtenir son diplôme avec un rang élevé et alors ce sera possible. En entendant cela, Iruma réfléchit à l'idée, se demandant s'il veut vraiment retrouver son ancienne vie. Plus tard ce jour-là, il lâche Alice et Clara pour retrouver Ameri après les cours, ce qui les inquiète beaucoup. Ils le suivent, se demandant ce qu'il fait avec la présidente du conseil. De leur côté, Iruma et Ameri discutent de rêves et d'ambition. Ameri révèle que son ambition est de faire du royaume des démons un bon endroit pour tous et qu'elle veut que les autres soient fiers d'être des démons. En plus, elle veut travailler dans une boutique de fleurs et de gâteaux. Ensuite, elle demande à Iruma son ambition et son rêve, ce qui le plonge dans une profonde réflexion. Pendant ce temps, Clara décide de faire irruption pour sortir Iruma, pensant qu'Ameri essaie de le lui voler. Alice la retient, tandis qu'Ameri convainc Iruma de devenir un meilleur élève en montant en grade. Juste à ce moment, Clara réussit à entrer et l'entraîne. Iruma réfléchit à la suggestion d'Ameri, se demandant si c'est la bonne chose à faire pour lui, étant humain et ne voulant pas se faire remarquer. Il décide de continuer comme d'habitude, ce qui agace beaucoup Clara, car il passe de plus en plus de temps avec Ameri et ne joue plus avec elle. Elle s'en plaint à Saburo, et lui, en bon costaud, cite une phrase du guide « Comment devenir un roi démon en soulevant des poids ? Un démon doit reprendre ce qui lui appartient si quelqu'un essaie de le lui arracher. » Il lui suggère d'utiliser son charme féminin pour qu'Iruma fasse ce qu'elle veut, et Clara semble apprécier ce plan. Sur ce, elle décide de suivre le cours de séduction pour femmes de Madame Ram. Alice a pitié d'elle, pensant qu'elle ne sait pas bien lire et qu'elle a coché l'option sans comprendre. Bref, Clara va à son cours. Là, Ram Sensei utilise sa magie pour voir leur allure sensuelle et découvre que Clara est innocente comme un bébé, avec seulement 2% de charme féminin. Elle lui donne plein de magazines et de livres spéciaux écrits par Jiraiya Sensei de Naruto et lui dit d'étudier. Clara lit tout ce qu'elle peut et essaie d'utiliser les techniques sur Iruma, mais finit par se ridiculiser. Finalement, la professeure lui dit que ce cours n'est pas pour elle et si elle veut vraiment faire tomber quelqu'un amoureux, elle peut choisir d'utiliser cette potion spéciale qu'elle a concoctée. Clara la regarde, dit qu'elle n'en a pas besoin et sort tristement. Elle s'apitoie sur son sort et se plaint en roulant près d'une berge, mais Iruma s'approche et lui dit qu'une fille ne devrait pas être dehors si tard, ce qui la rend très heureuse.
Savoir qu'Iruma la voit comme une fille lui remonte un peu le moral. Elle lui dit qu'elle le fera tomber follement amoureux d'elle, puis s'enfuit avec lui, jouant comme d'habitude à ses jeux idiots. Pendant ce temps, Ram Sensei la regarde, heureuse de voir que son pourcentage est passé à 10%. D'autre part, Iruma décide finalement de monter en grade et fait part de cette ambition à Alice et Clara. Il dit qu'il veut viser le 2e rang pour l'instant, ce qui rend Alice très heureuse. Il les emmène au terrain d'entraînement souterrain et explique que l'examen de promotion arrive dans 1 semaine. Autrefois, il était décidé par une guerre où les participants étaient divisés en 2 groupes défendant 2 châteaux, leur but étant de prendre l'autre château tout en battant leurs ennemis. Mais en raison du coût élevé et du taux de perte de cette méthode, ils se frappent maintenant avec cette balle spéciale à l'intérieur de moitié délimitée par des lignes. Ils commencent leur entraînement et Iruma réalise vite qu'il joue juste au dodgeball, heureux que ce ne soit pas mortel. Mais ses camarades de classe se joignent à eux et montrent comment se déroule le vrai jeu. Il découvre vite qu'il n'a aucune chance vu que tout le monde utilise des sorts magiques et des lancers écrasants. Tous lui disent de se réjouir et proposent de l'aider à s'entraîner, marquant le début de la session d'entraînement de dodgeball d'Iruma. Il continue ainsi pendant près d'1 semaine avec Sullivan et Opera qui l'entraînent à la maison et lui enseignent un sort spécial invoquant un dragon de feu qui traverse tout sur son passage. Iruma dit qu'il veut juste pouvoir attraper la balle pour passer à l'offensive sans blesser personne et Sullivan l'aide en lançant un sort de renforcement physique sur ses mains. Finalement, Iruma réussit à attraper la balle, rendant son grand-père et Opera très fiers. Sur ce, le jour du match de dodgeball arrive et Caligo prépare la scène avec les règles et agit comme arbitre. Il divise tous les élèves en 2 équipes et Alice et Iruma se retrouvent dans des équipes opposées. Le match commence, Iruma esquive toutes les balles tandis qu'Alice détruit tous les autres. Du côté d'Iruma, Saburo et Clara font de leur mieux pour éliminer l'équipe adverse aussi, mais à la fin tout se résume à un 1 contre 1 entre Iruma et Alice. Alice se demande s'il doit laisser Iruma gagner le match, mais il réalise alors que ce serait une insulte à tout le travail acharné qu'il a fourni lors de son entraînement cette semaine. Il décide d'y aller à fond. Il lance la balle avec un sort de feu vers Iruma, et Iruma se précipite et l'attrape. La balle le repousse, mais avant qu'elle ne puisse le faire sortir du ring, Iruma utilise l'élan pour la retourner et la relance sur Alice, le frappant à l'épaule et gagnant le match. Caligo approuve cette victoire et dit que si Alice l'avait ménagé, il n'aurait pas approuvé sa promotion, mais vu qu'ils ont tous deux donné le meilleur d'eux-mêmes, il promeut Iruma au rang de bête. Après cela, tout le monde célèbre et Iruma remercie chacun, y compris Opera et Sullivan. Le lendemain, la classe des inadaptés rencontre leur nouveau professeur de familier, Robin. Robin explique qu'il a manqué leur premier jour, trop occupé à se préparer et à perdre la notion du temps. Ils commencent ensuite leur cours en faisant invoquer leur familier à tous et félicitent Alice et Saburo d'avoir de si puissantes bêtes sous leur commandement. Ils regardent aussi Clara pour son familier unique, qui semble être le chef dans leur relation, puis se tournent vers Iruma et lui demandent d'invoquer son partenaire aussi. Iruma est nerveux à l'idée d'invoquer Caligo, mais Robin insiste et le fait quand même invoquer le mignon petit oiseau. Il s'avère que Robin ne sait pas que Caligo est le familier et il les fait, lui et Iruma, passer par une série d'exercices pour construire une confiance mutuelle et un lien entre eux. Au début, Caligo est contre l'idée, mais en tant que professeur intègre, il dit à Iruma qu'il jouera le jeu et qu'il doit obtenir le meilleur score, quoi qu'il arrive. Pendant ce temps, Alice et Saburo se disputent à propos des pieds de leur familier, mais Caligo les assomme tous les deux d'un seul coup et les réprimande pour avoir causé des ennuis aux autres. Il se tourne ensuite vers Robin et lui dit qu'ils doivent respecter leurs familiers, qu'ils ne sont ni leurs animaux de compagnie ni leurs esclaves, et qu'une confiance mutuelle est donc nécessaire. Nous découvrons aussi que le livre sur les familiers que Robin a étudié a été écrit par Caligo. Après ce cours, ils retournent tous à la cafétéria et Iruma se demande ce qu'il doit faire maintenant. Il se demande s'il doit continuer à grimper les échelons et Alice intervient pour expliquer que cette fois-ci, des recruteurs de battlers viennent embaucher des élèves de première année. Les battlers sont très importants et ont souvent des examens de promotion spéciaux basés sur leur spécialité. Après avoir entendu toute l'explication, Iruma comprend que les battlers sont comme les clubs qu'on trouve dans les écoles du monde humain et se demande quel genre de battler il devrait rejoindre. Juste à ce moment, un groupe de seniors se précipite dans le couloir et commence à distribuer leurs affiches, invitant les élèves à rejoindre leurs battlers. Ils leur proposent aussi des essais rapides et des démos de ce qu'ils font, car ils n'ont que 66 minutes par jour pour cela cette saison. Iruma se promène et teste plusieurs de ses clubs avec Clara et Alice, et est même invité à rejoindre le conseil étudiant par Ameri. C'est aussi là qu'il découvre qu'elle est la présidente du conseil. Pendant sa recherche, son anneau est soudainement attiré par quelque chose et l'entraîne à une vitesse fulgurante. Il finit par le faire percuter un élève senior qui, malgré son ancienneté, n'est qu'au rang 2 et est membre du Battler d'appareil magique. Il semble toujours en mauvaise santé et a très peu d'énergie magique. Son collier est fait du même métal que l'anneau d'Iruma.
et il dit que c'est sûrement pour ça qu'il a été attiré. Il se présente comme Kiryo, un élève de 3e année, et explique que son rêve est de créer des objets magiques permettant aux démons, avec moins d'énergie magique, d'utiliser la magie aussi, ce qui inspire un peu Iruma. Après cela, le recrutement continue encore quelques jours, Iruma étant toujours incertain quant au battleur qu'il veut rejoindre. Pendant ce temps, Sullivan configure son anneau pour ajuster la quantité d'énergie magique qui en sort et lui donne 3 niveaux de puissance. Il enseigne aussi à Iruma quelques sorts puissants et lui dit de ne les utiliser qu'en cas de réel danger. Le lendemain, Iruma teste d'autres battleurs, dont le battleur de lecture et le battleur de dodgeball, mais décide de ne pas les rejoindre. Il recroise ensuite le senior de tout à l'heure devant le battleur d'appareils magiques alors qu'une explosion ouvre la porte. Iruma s'occupe du pauvre gars et se présente avant de lui poser des questions sur son battleur. Kiryo explique qu'il crée des objets magiques et lui fait visiter son laboratoire. Il lui montre une boule magique, une poupée de papier et plein d'autres choses, mais à cause de son manque d'énergie magique, elles cessent toutes de fonctionner assez vite. Il lui montre ensuite le prototype de son chef-d'œuvre sur lequel il travaille depuis un certain temps, mais dit que son noyau énergétique doit encore être réparé. Iruma regarde les pièces et, en génie travailleur qu'il est, les assemble en un rien de temps, expliquant qu'il a dû réparer et construire toutes sortes de choses pour survivre chez lui, et c'est pourquoi il est doué pour ça. Utilisant le noyau, Kiryo allume sa machine et montre comment elle peut améliorer considérablement la puissance de sortie. Il le démontre ensuite avec une boule de lumière magique, mais dit à Iruma de rester silencieux, car les démons de haut rang ne voudraient absolument pas entendre parler d'un tel appareil. Il amène aussi Alice et Clara à rejoindre le battleur, ce qui fait s'évanouir Kiryo de bonheur. Plus tard ce jour-là, Iruma va rencontrer Ameri qui se préparait à l'accepter au conseil étudiant. Mais quand il révèle qu'il a rejoint un autre battleur, cela la rend très triste et il finit par devoir tout lui expliquer pendant 2 heures. Plus tard ce jour-là, Iruma va retrouver Ameri qui s'apprêtait à l'accueillir au conseil. Mais quand il lui dit avoir rejoint un autre battleur, elle est très déçue et il doit tout lui expliquer pendant 2 longues heures. D'autre part, nous voyons Sullivan et les 13 autres couronnes tenir des réunions pour décider qui sera le prochain roi démon. Les membres inférieurs se disputent pour savoir qui est le plus digne de prendre la position, tandis que les 3 démons supérieurs, dont Sullivan, Belial et Levi, expliquent pourquoi ils ne veulent pas être le roi démon eux-mêmes. À la fin, il le pousse vers Sullivan, mais il dit qu'il veut voir son nouveau petit-fils grandir et profiter d'être avec lui, ce qui les amène à se disputer pour savoir qui a le petit-fils le plus mignon. Finalement, ils terminent la réunion sans rien décider, mais avant que Sullivan ne puisse partir, Henry, le père d'Ameri, entre et montre un mandat à Sullivan lui disant qu'il est en état d'arrestation pour avoir traversé illégalement vers le royaume humain et l'emmène en prison. Sullivan appelle chez lui et dit à Opera qu'il ne reviendra pas avant un certain temps et de prendre soin d'Iruma. Il dit qu'Iruma doit être très inquiet pour lui et ne mangera même pas, mais Opera le rassure. Son petit-fils a dîné et joue maintenant à ses jeux vidéo post-dîner sur sa PlayStation 666. Le lendemain, Iruma et les autres préparent la fête des Battlers, qui est comme la journée des parents dans le monde humain. Les élèves passent la nuit à l'école et leur famille leur rend visite le lendemain à l'événement pour voir ce qu'ils ont appris à l'école. Ils installent tous des stands et des kiosques et préparent une exposition pour leurs parents, ce qui rend tout le monde à la fois très excité et nerveux. De retour à l'école, Sullivan nomme Caligo président par intérim et le laisse s'occuper des affaires en son absence. Caligo se demande pourquoi la patrouille frontalière retiendrait Sullivan ainsi soudainement et dit que quelque chose cloche et qu'ils devraient donc rester sur leur garde pendant la fête des battleurs. D'autre part, Iruma a l'idée de créer des feux d'artifice pour leur performance ce jour-là et partage cette idée avec Kiryo et les autres. Il a même demandé l'aide d'Ameri en lui faisant emprunter un volume de manga avec des feux d'artifice pour montrer aux autres. Ils y travaillent ensemble et nous découvrons que Kiryo a la capacité magique spéciale de former des barrières et c'est ainsi qu'il a réussi à survivre jusqu'à présent. Ils font plein d'expériences et réussissent finalement à créer les feux d'artifice, puis célèbrent en faisant une bataille d'oreillers pendant la soirée pyjama. Ils se racontent aussi des histoires d'horreur et Kiryo remercie tout le monde d'avoir rejoint son battleur. Après cela, il sort pour parler à son ancien senpai, mais nous découvrons qu'il parle en fait à l'une des 13 couronnes nommée Ball, qui est contre Sullivan. C'est lui qui a informé la patrouille frontalière du passage de Sullivan dans le royaume humain et il prévoit de détruire les battlers en son absence. Il dit à Kiryo de s'assurer que la machine est prête pour l'événement et nous voyons aussi Kiryo suivre les traces d'Aizen et Kabuto alors qu'il révèle sa vraie nature avec une coiffure gominée en arrière. Le lendemain marque le début de la fête des battlers et les professeurs annoncent qu'ils laisseront entrer les parents le soir. Les élèves ont jusqu'alors pour finaliser leurs préparatifs, puis ils annoncent les récompenses pour les 3 meilleurs battlers, le premier prix étant le capitaine et une promotion de rang pour les autres membres du battleur. Cela excite tout le monde et ils se mettent tous au travail. Alice, Clara et Iruma installent leur stand et préparent le canon à feu d'artifice, mais ils se demandent où est Kiryo et Iruma part à sa recherche. Ils le trouvent finalement dans une pièce secrète du bâtiment scolaire grâce à son anneau attiré par le collier de Kiryo.
Son arrivée surprend Kiryo, qui était occupé à installer sa machine pour lancer une attaque sur l'école la nuit. Mais il dissimule vite et dit à Hiruma que c'est sa base secrète d'où il admire la vue d'en haut et que cela l'aide à se calmer. Hiruma dit qu'il comprend ce sentiment et qu'il fera de son mieux pour qu'il gagne la fête des Battlers afin que Kiryo puisse monter en grade. Après cela, ils redescendent tous et finissent d'installer le canon à feu d'artifice avec l'obus. Après cela, ils se promènent tous pour voir quel type de stands et d'attractions les autres Battlers ont installés et profitent de l'événement avec beaucoup de nourriture et des expositions folles. Après avoir marché un certain temps, ils remarquent que l'heure de début de la fête approche et décident d'aller faire les dernières vérifications et de décider quand ils lanceront leur feu d'artifice. Pendant qu'ils planifient dans leur stand, Alice allume accidentellement le canon et ils se baissent tous, s'attendant à ce que l'engin tire le feu d'artifice, mais à leur surprise et soulagement, rien ne se passe. Ils regardent à l'intérieur du canon et remarquent que l'obus a disparu et se demandent où il est passé. Ils se demandent aussi où est passé Kiryo et nous le voyons retourner dans sa pièce secrète avec l'obus. Sa coiffure gominée en arrière, il dit qu'il est temps et brise le sceau de son collier, libérant toute son énergie magique stockée. La pression de cette libération choque tout le monde dans la zone, y compris Sullivan, détenu au bureau de la patrouille frontalière. Kiryo lance ensuite un grand sort de barrière à l'intérieur de l'école et crée un labyrinthe de barrières pour diriger tous les élèves vers un seul endroit. D'autre part, les élèves et les professeurs commencent à remarquer des barrières apparaître soudainement partout dans l'école et réalisent qu'ils sont attaqués. Voyant cela, Ameri dit au conseil étudiant de s'assurer que les élèves ne paniquent pas, car cela entraînerait un chaos inutile et plus de dégâts. Caligo utilise le sort de Devicom pour se connecter au battleur des nouvelles et dit aux professeurs d'annoncer qu'ils ont organisé un jeu pour les élèves et que tout le monde doit se rassembler sur la place centrale. Les gagnants seront récompensés par un prix spécial, ce qui calme la situation pour l'instant. D'autre part, Yaakar, il dit aux autres professeurs de chercher le lanceur de ce sort et se demande qui a bien pu le faire. Il dit que pour lancer un tel sort, il faut être au moins un démon Yogg de rang 9 ou 10, et c'est peut-être pour ça qu'ils ont détenu Sullivan afin qu'il ne puisse pas briser ce sort. Après cela, il utilise une puissante attaque éclair et traverse les barrières sur son chemin, mais elle se répare d'elle-même après quelques secondes. Il fait suivre Robin jusqu'à la salle des archives de l'école et examine tous les dossiers pour trouver tous ceux qui peuvent utiliser la magie des barrières. Ils finissent par tomber sur le profil de Kiryo et annoncent qu'il était leur principal suspect. Pendant ce temps, Hiruma, Alice et Clara pensent que les barrières ressemblent de beaucoup à celles que Kiryo utilise. Et vu qu'il a disparu soudainement avec un obus, cela doit avoir un rapport avec lui. Alice dit que s'il est derrière tout ça, il doit avoir planifié ça depuis longtemps. Hiruma dit qu'il sait peut-être où il est, mais qu'ils devront trouver un moyen de contourner les barrières. Alice dit à Clara de créer une feuille de papier de base et dessine toute la carte de l'école de mémoire, disant qu'elle était sur le prospectus. Clara dit qu'elle peut créer les poupées de papier qu'elle a vues dans le laboratoire du battleur de Kiryo, et Alice utilise sa magie pour les disperser et les utiliser pour découvrir où se trouvaient toutes les barrières. Avec cela, ils aident Hiruma à les traverser toutes, et il arrive finalement au mur de la porte secrète où se trouve Kiryo. Il appuie sur le bouton et essaie d'ouvrir la porte derrière, mais Kiryo l'empêche de l'atteindre avec une barrière. Hiruma essaie de forcer le passage et soudain la barrière disparaît et la porte s'ouvre, le faisant tomber à l'intérieur. Il regarde Kiryo et lui demande si la magie de la barrière était la sienne et pourquoi il faisait ça. Kiryo confirme ses soupçons et explique qu'il rassemble tout le monde en un seul endroit pour pouvoir les faire exploser ainsi que l'école. Hiruma regarde son visage stupide et lui demande pourquoi il voudrait faire ça, et Kiryo décide de lui raconter son histoire personnelle. Il révèle qu'il est né dans une famille de démons de haut rang, réputés pour ses barrières et sa grande quantité d'énergie magique. Malheureusement pour lui, il est né avec très peu d'énergie magique, ce qui a poussé sa famille, y compris sa mère, à l'isoler. Ils l'ont finalement mis dans une école disciplinaire où il était battu et harcelé tous les jours à cause de ses échecs, mais un jour, une fille aux cheveux argentés s'est approchée de lui et lui a proposé d'être sa partenaire. Elle était gentille avec lui, jouait avec lui tout le temps et l'appelait même mignon. Elle lui montre son porte-bonheur qu'elle a reçu de sa grand-mère et le laisse le toucher aussi, mais un jour, une bande de brutes les a attrapés tous les deux et a jeté son porte-bonheur dans la rivière. Au dernier moment, il a utilisé sa magie pour sauver le porte-bonheur, mais à cause de sa faiblesse, la barrière s'est effondrée et le porte-bonheur a été perdu dans la rivière. À ce moment-là, il a regardé la fille et a vu l'expression de désespoir total sur son visage. Elle a quitté l'école après ce jour, mais lui est resté. Il dit ensuite que lorsqu'il a vu son expression et l'injustice dans la société, son cœur s'est rempli d'émotions et nous pensons tous qu'il a dû se sentir mal et en colère contre les brutes. Mais au lieu de cela, il révèle qu'à ce moment-là, quand il a vu son visage désespéré, il s'est presque senti comme une fille de Food Wars mangeant l'un de ses délicieux plats. Il explique que c'était le jour où il est né de nouveau en tant que sadique qui savoure le désespoir des autres, et après cela, il a continué sa vie à la poursuite de cette émotion. Il a finalement atterri à Babbles, où il a rencontré Beau, qui l'a entraîné et guidé dans la bonne direction et lui a montré la bonne façon de vivre en tant que démon. Il dit que les démons sont censés semer le chaos et la catastrophe, contrairement à ces petits souriants efféminés d'en bas, et dit qu'il va détruire cette école, regarder leurs expressions tristes et en profiter.
Il pense que maintenant, Hiruma a dû céder au désespoir aussi. Mais à sa surprise, Hiruma se lève simplement comme un vrai Shad et s'apprête à retirer l'obus de la machine qui est sur le point d'exploser comme une bombe. Il dit qu'il a eu une vie assez difficile et qu'il a donc appris à trouver des solutions et à réparer les choses lui-même et à continuer d'avancer et qu'il va donc sauver tout le monde et leur faire voir les feux d'artifice aussi. Il ouvre ensuite la porte et utilise un sort pour lancer l'obus en l'air. Mais il est arrêté par la couche la plus solide de la barrière entourant l'école. Kiryu dit que seul quelqu'un du niveau de Sullivan serait capable de la briser et Hiruma utilise le sort que Sullivan lui a appris à n'utiliser qu'en cas d'urgence et il libère toute la puissance de son anneau, brise la barrière et fait exploser l'obus sous forme de magnifiques feux d'artifice, faisant pleurer et désespérer Kiryu lui-même. Pendant que tout cela se passe, Caligo et Robin se dirigent vers le toit et Robin utilise sa capacité magique spéciale pour tirer une flèche vers le bureau de la patrouille frontalière avec un message pour Sullivan. Sullivan se lève immédiatement après l'avoir reçu et dit qu'il reviendra pour l'enquête plus tard et leur dit à tous de s'asseoir en libérant sa pression démoniaque incroyablement puissante. Après cela, il s'envole vers l'école et regarde les feux d'artifice éclater. L'explosion massive provoque la chute de petites boules de feu sur le public, mais Sullivan les sauve tous en arrêtant le temps et en déplaçant toutes les boules de feu sur le côté de l'école. Après cela, il rencontre tous les professeurs et procède à la capture de Kiryu pour le remettre aux autorités. Avant de partir, Kiryu dit à Sullivan de transmettre un message à Hiruma pour lui et lui dit de remercier Hiruma en son nom, disant que le visage de désespoir qu'il a vu dans son propre reflet au moment où il détruisait la barrière était vraiment le meilleur qu'il ait vu de sa vie et qu'il s'était vraiment amusé à jouer avec lui. Après cela, la patrouille frontalière emmène Kiryu et Sullivan va réveiller Hiruma et le porte à la fenêtre, où il dit à tout le monde que les feux d'artifice étaient l'œuvre de leur battleur. Avec cela, la soirée avant la fête se termine et la journée de la famille commence. Nous rencontrons la famille de Clara et la mère d'Alice, ainsi que la petite sœur de Sabro. Sullivan et Opera accompagnent Hiruma à la fête et pour la première fois de sa vie, Hiruma se sent sincèrement béni d'avoir une famille qui se soucie de lui. Après l'événement, tout le monde vote et le moment d'annoncer les gagnants de la fête arrive. Le battleur Succube remporte le 3e prix et reçoit une rune luxueuse pour ses activités. Le 2e prix revient au nouveau battleur magique et ils reçoivent 1 an d'approvisionnement en eau de bain de Drake pour des recherches supplémentaires. Et enfin, le 1er prix revient au battleur Diffusion qui a persévéré à travers des situations inattendues et a continué à diffuser pendant 2 jours non-stop. Le capitaine du battleur monte de 2 rangs, tandis que les autres membres gagnent un rang supplémentaire en récompense également. Avec cela, la fête du battleur se termine, mais Caligo arrête tout le monde et annonce qu'en raison de circonstances inattendues, cette fois-ci, ils vont décerner un autre prix spécial à un autre battleur qui a mis sa vie en jeu pour protéger le corps étudiant. Il appelle ensuite le battleur des appareils magiques et Alice et Clara choisissent Hiruma pour être le récipiendaire de la récompense. Caligo le regarde et lui dit d'être plus prudent et qu'il devrait se fier davantage à ses aînés et à ses professeurs, puis le promeute au rang 3, Kimmel. Après cela, ils font tous une grande célébration et bientôt les choses redeviennent normales. Hiruma continue ses sessions de lecture de mangas avec Ameri tout en jouant avec Alice et Clara pendant son temps libre. Un jour, Ameri remarque son père à l'école et elle écourte leur session de lecture de manga. Hiruma sort en se demandant quelle pourrait être la raison, mais il remarque alors quelqu'un le suivant et il s'avère que ce n'est autre que Henry lui-même. Ils sortent tous les deux et s'assoient sur les bancs pour se parler et Henry lui raconte comment il a un jour rencontré un humain et s'est assuré qu'il retourne en toute sécurité dans son monde. Il s'est occupé de toute la paperasse et a effacé leur mémoire du monde souterrain, puis dit à Hiruma que s'il a besoin d'aide, il n'a qu'à le lui dire. Hiruma essaie de faire l'idiot et dit qu'il ne sait rien des démons, mais à ce moment-là, Ameri intervient et présente Henry comme son père. Elle loue ensuite Hiruma et le présente à son père comme un grand démon, ce qui le rend encore plus curieux. Quand Henry demande comment ils se connaissent, Ameri dit qu'ils se parlent souvent et prennent le thé après les cours et de garder son secret sur la lecture des textes sacrés interdits, transmis dans sa famille. Elle dit qu'ils parlent d'amour et de relations. Cela fait perdre la tête à Henry car il pense qu'Hiruma lui enlève sa fille et il commence à agir de manière folle. Ameri l'attrape et se précipite à l'infirmerie tandis qu'Alice et Clara interviennent et commencent à parler à Hiruma de Kiryu et comment elles seront là pour lui s'il a besoin de parler de quoi que ce soit. Après cela, Hiruma retourne en classe avec elle et pense qu'il va juste s'assurer que personne ne découvre qu'il est un humain afin de pouvoir continuer cette vie heureuse. Quelques jours plus tard, Hiruma découvre le concept des Dem Idols par ses camarades de classe alors qu'il parle du prochain concert nocturne de la populaire idole démoniaque Oshino Ai, je veux dire Kuromu. Alice explique que tous les démons ont un indicateur de stress qui détermine leur cycle maléfique. De temps en temps, cet indicateur de stress atteint sa capacité maximale et cela pousse les démons à faire des choses maléfiques pour libérer leur stress accumulé.
Normalement, les démons s'engagent dans des activités amusantes comme le sport et les jeux vidéo pour se maintenir heureux. Une forme de divertissement est les concerts tenus par de mignons démons qui chantent et dansent et soulagent le stress de grandes foules de démons qui les encouragent. Parmi eux, Kuromu est l'une des idoles démoniaques montantes les plus populaires, connue pour son apparence mignonne. Son concert est presque toujours complet et les billets sont vendus par loterie. Les concerts organisent parfois aussi une rencontre où les heureux gagnants peuvent avoir la chance de rencontrer Kuromu en tête-à-tête. Juste à ce moment-là, le battleur de diffusion fait une annonce et appelle Iruma et ses amis à venir dans leur salle. Là, le leader du battleur de diffusion leur donne 3 billets pour le prochain concert de Kuromu et révèle qu'ils les ont obtenus par l'intermédiaire d'un ami et que c'est leur façon de se racheter d'avoir pris leur position de gagnant de la fête des battleurs, car ils auraient sûrement gagné s'ils avaient rendu public les actions de Kiryu et leurs contributions. Iruma et les autres les acceptent joyeusement et décident d'aller au concert. D'autre part, nous voyons Kuromu dans sa loge après une performance alors qu'elle enlève sa perruque et met ses lunettes pour révéler sa véritable identité en tant que l'une des camarades de classe d'Iruma, Kurori. Elle est extrêmement jalouse d'Iruma car il a récemment volé la vedette dans le royaume des démons avec toutes ses manigances. Elle se souvient de son origine, issue d'une famille d'utilisateurs de magie de glace, également connus pour leurs expressions glaciales. Depuis l'enfance, elle a réalisé qu'elle était vraiment mignonne et cela a fait que tout le monde autour d'elle l'a louée et l'a traitée d'une manière spéciale. C'est pourquoi elle a décidé de miser sur cette caractéristique et de faire carrière en tant qu'idole démoniaque. Après cela, elle sort pour sa prochaine performance et remarque Iruma dans le public et se demande ce qu'il fait là. Après cela, Iruma finit par gagner la loterie de la rencontre et a droit à une session en tête-à-tête avec elle dans sa loge. Là, il finit par la reconnaître comme sa camarade de classe et révèle que sa façon unique de rentrer ses pouces dans ses poings l'a trahi, en plus de ses lunettes, de sa magie de glace et de l'emploi du temps qu'elle lui avait montré. Cela la surprend vraiment et elle se demande si Iruma est réellement un de ses fans. Iruma dit qu'il l'admire vraiment pour sa capacité à ne pas se faire remarquer quand elle le veut, alors que lui se fait remarquer même quand il ne le veut pas. Et cela la met vraiment en colère car elle pense qu'Iruma est meilleur qu'elle pour attirer l'attention, même sans essayer. Elle utilise sa magie pour le geler, mais la surcharge la fait s'effondrer et avoir une forte fièvre. Iruma essaie de s'occuper d'elle et appelle son manager. Elle dit que si cela continue, Kurori ne pourra pas être à l'heure pour sa prochaine performance. Et pour la guérir, ils auraient besoin de quelqu'un de sa famille. Et étant donné la distance où ils vivent, cela prendrait des heures avant qu'ils n'arrivent ici. Elle ajoute que ses fans seraient déçus et à quel point cela blesserait Kurori, mais Iruma lui dit de ne pas s'inquiéter et appelle ses amis Alice et Clara et leur demande leur aide. Ils décident tous de former un groupe d'idoles démoniaques rapides qui soutient Kuromu et se travestissent avec l'aide de la magie de Clara et enflamment la scène avec leurs mouvements de danse démoniaques insensés. Après un certain temps, Kurori reprend ses esprits et on lui dit que ses parents sont venus la soigner et qu'ils ont dit qu'ils l'encourageraient depuis la maison comme d'habitude. Kurori sourit et court pour affronter ses fans déçus. Mais elle est alors surprise de voir Iruma et ses amis tout déchirés sur la piste de danse. Cela la rend jalouse et excitée à la fois, alors elle retourne se préparer et entre en scène au milieu de la performance et conclut le spectacle en beauté. Après ce concert réussi, elle remercie Iruma et dit qu'elle ne perdra pas face à lui en termes d'attirer l'attention et ajoute qu'elle espère qu'ils pourront rester amis à partir de maintenant. Iruma accepte et ils reprennent toute leur routine, tout le monde parlant du mystérieux groupe d'idoles démoniaques qui est apparu sur scène avec Kuromu lors de son dernier concert. Après ce jour, Iruma retourne à ses pensées sur ce que Henry lui a dit et se demande s'il veut vraiment retourner dans le monde humain. Il passe les jours suivants à réfléchir profondément à cette question et cela inquiète vraiment Alice et Clara. Elles pensent qu'il est déprimé et décident de le réconforter en lui préparant elle-même de délicieux plats. Elles passent toutes les deux les jours suivants à affiner leur technique de cuisine et finissent par concocter des plats faits avec amour et peu d'habileté et les présentent à Iruma pour une dégustation. Iruma aime les deux plats et les fait goûter l'un à l'autre aussi et elles décident toutes les deux de déclarer match nul. D'autre part, Iruma accepte qu'il aime sa nouvelle vie parmi les démons et décide de continuer à vivre ici après tout. Le lendemain matin, en prenant son petit déjeuner, Sullivan remplit à nouveau son anneau de magie et le renvoie à l'école avec ses amis comme d'habitude. En classe, Caligo dit qu'ils devraient se préparer pour leur examen de fin de trimestre et ne déranger aucun professeur. Après cela, ils vont tous à un cours suivant où Iruma apprend la magie de transformation, Shibuzol, qui lui permet de transformer une grenouille verte en un gigachad africain. Il pense que s'il parvient à maîtriser la magie, il s'amusera beaucoup et frotte son anneau en marchant dans le couloir. Mais alors l'esprit sombre qui réside dans son anneau apparaît soudainement et il se demande pourquoi il est sorti alors que Sullivan l'avait nourri ce matin même. Cette fois, l'esprit lui répond, mais à leur grande surprise, même lui ne sait pas pourquoi ni comment il a pu faire cela. Iruma court rapidement dans une pièce et ils commencent tous les deux à réfléchir à la cause de tout cela. Mais l'esprit lui dit alors qu'il voulait le gronder de ne pas utiliser sa magie comme un idiot.
Il dit que s'il continue ce comportement, il ne le laissera pas utiliser la magie stockée dans l'anneau. Il lui dit ensuite de mieux contrôler sa magie et lui en enseigne les bases et le fait utiliser le sort Chérusal sur lui pour le faire ressembler à un mini-démon humain. Il se nomme Elacrude et dit à Iruma de l'appeler Ali. Après cela, Ali fait pratiquer son sort à Iruma et le fait transformer son uniforme. Pendant ce temps, nous voyons Ameri regarder l'affiche avec Iruma et Kuromu travestis et se demande pourquoi l'idole mystérieuse ressemble tant à Iruma. Elle pense alors qu'Iruma ne s'habillerait jamais comme ça et sort patrouiller, mais elle tombe alors sur Iruma avec son uniforme transformé en un uniforme de fille à froufrou. Cela la fait rougir complètement et elle s'enfuit en pensant qu'il est gay. Après cela, Iruma parle à Ali pour se montrer à Ameri afin de dissiper la confusion, mais il dit qu'il est un phénomène inconnu et si les gens le découvrent, ils le déchireraient et feraient des expériences sur lui et dit qu'il devrait savoir ce que c'est que d'être rare parmi les démons. Iruma accepte et décide ensuite d'aller demander à Sullivan si un esprit vivant dans l'anneau peut parler, mais il pense juste qu'Iruma a de la fièvre et fait en sorte qu'Opéra lui donne du thé et de délicieux plats et le met au lit. Le lendemain, Iruma va à la bibliothèque et il retrace tous les événements qui se sont produits depuis qu'il a eu l'anneau et découvre qu'Ali a commencé à prendre conscience au moment où il a été promu au rang bête. Il conclut qu'il pourrait en savoir plus si Iruma monte en grade et en font leur prochain objectif. Sur ce, ils terminent leur journée, mais alors Iruma réalise qu'il n'est jamais allé dissiper le malentendu avec Ameri. Cette confusion persiste et Ameri décide de ramener Iruma à la raison et de se secouer elle-même. En accomplissant ses fonctions au conseil étudiant, elle réalise que le battleur d'Iruma a besoin d'un élève de 3e année ou de 3 démons de niveau Dalet, selon les règles de leur école. Elle appelle Iruma et lui dit qu'ils vont mettre leur battleur en pause jusqu'à ce qu'ils remplissent leurs exigences. Pendant ce temps, ils doivent participer à d'autres battleurs et obtenir leur approbation et ils peuvent ainsi remettre leur battleur en marche. Alice intègre le nouveau battleur de magie, Clara est confiée au battleur de jeux vidéo pour faire du babysitting, tandis qu'Ameri emmène Iruma au conseil étudiant car c'est aussi un battleur. Après cela, elle le fait passer par la routine difficile à laquelle tous les membres adhèrent, comme des chiens militaires, et Iruma découvre un côté plus confiant et admirable d'Ameri, un contraste frappant avec son côté plus féminin lors des sessions de lecture de manga habituelles. Un jour, alors qu'elle faisait ses rondes, Ameri reçoit un message du battleur de diffusion lui demandant de venir à la salle numéro 3 et quand elle y va, elle est prise en embuscade par un mystérieux individu qui la vaporise avec une sorte de parfum infusé de sort et la fait s'effondrer. Bientôt, le conseil étudiant découvre cela et ils vont chercher Ameri et la trouvent allongée sur le sol. Quand elle se lève, elle semble super lente, timide et douce, contrairement à sa personnalité habituellement audacieuse et confiante. Elle demande un uniforme plus conservateur et agit de manière douce et gentille avec ses camarades, et cela inquiète tout le monde. Le conseil étudiant l'aime aussi de cette façon car elle ne les surcharge pas de travail comme un manager d'entreprise noire, mais il s'inquiète aussi de son efficacité en tant que présidente du conseil étudiant. Dans cet esprit, ils commencent à chercher le coupable qui l'a appelé à la salle numéro 3 et se rendent au battleur disciplinaire qui est leur principal suspect pour être jaloux d'Ameri et de sa position de présidente du conseil étudiant. Le leader du battleur disciplinaire, Romir, est un démon fringant mais agaçant, aussi lâche qu'égocentrique. Rivalisant avec Vegeta dans son narcissisme, il profite de cette opportunité et lance une pétition pour la réélection de la présidente du conseil étudiant. Tout le monde s'inquiète de la position d'Ameri en raison de son état actuel, mais voyant cela, elle essaie de se ressaisir, remet son ancien uniforme et dit qu'elle fera de son mieux pour répondre aux attentes de tous. D'autre part, Ali dit à Iruma que le sort qui a transformé la personnalité d'Ameri est presque défait, mais il semble y avoir quelque chose dans son propre cœur qui s'y accroche. Après s'être changée, Ameri essaie d'agir avec audace, mais sa façade s'effondre devant Iruma et elle tombe à genoux. Elle dit que ce serait peut-être mieux pour elle de démissionner et de vivre une vie idéale en tant qu'étudiante normale avec lui comme amie. Elle dit que s'il l'accepte telle qu'elle est maintenant, elle le ferait volontiers, mais Iruma lui dit qu'elle lui a un jour parlé de l'importance d'avoir une ambition et lui demande la sienne. Elle dit qu'elle veut faire de cette école la meilleure qui soit et faire en sorte que tous les participants soient fiers d'être des démons. Iruma lui dit alors de tout donner et que ses amis, y compris lui, la soutiendraient quel que soit le résultat. Cela la motive et elle sort pour concourir contre Romir pour le poste de présidente du conseil étudiant. Au début, cela semble mal parti pour elle à cause de sa timidité et de Romir étant bruyant et flamboyant, mais elle commence alors lentement à s'émouvoir et regagne sa confiance et brise le sort. Elle prononce ensuite un discours motivant et remporte les réélections et rend Iruma et les autres vraiment fiers d'elle. Pendant ce temps, Alice utilise Clara comme chien renifleur et la fait le mener au coupable, qui s'avère être le président du fan club d'Ameri, Chanel. Il dit qu'il voulait voir la présidente audacieuse être plus féminine juste une fois dans sa vie, et c'est pourquoi il a développé ce parfum spécial, et Ameri décide de lui donner une récompense spéciale pour cela, en le faisant faire l'exercice du conseil étudiant 50 fois d'affilée.
Après cela, elle remercie Romir de l'avoir poussée dans ses retranchements et dit qu'elle a apprécié le défi puis retourne à ses fonctions. Une fois que tout cela est réglé, elle appelle Iruma et dit qu'il a réussi l'entraînement et qu'il est libre de réintégrer le battleur des appareils magiques. Elle lui demande aussi s'il veut rester au conseil des élèves, mais il répond qu'il a ses propres ambitions et que peut-être un jour, quelqu'un décidera de revenir au battleur. Alors il veut être là en pensant à Curio. Après cette journée bien remplie, Iruma rentre chez lui. Sullivan et Opera lui ont préparé une fête de bienvenue pour célébrer sa réussite au test du conseil des élèves. Sullivan suggère à Iruma d'inviter des amis pour une soirée pyjama, ce qui l'enthousiasme énormément. Il appelle Alice et Clara, puis prépare leur arrivée. Ils s'amusent tous beaucoup ensemble, ils jouent à Dance Dance Revolution, et Sullivan essaie même de faire le malin devant eux, avec l'aide d'Opera, en utilisant sa magie un peu folle. Après une nuit amusante, Alice et Clara rentrent chez elles. Iruma s'endort en pensant à Améry, et à tout ce qu'il doit encore apprendre sur les démons et leur cycle de changement de personnalité. Ali l'entend et décide d'aider Iruma en lui faisant vivre la même chose. Il lui jette un sort de cycle maléfique, ce qui réveille Iruma en parfait mauvais garçon. Il commence sa journée en montrant à Opera sa place, puis se rend à l'école dans son carrosse, accompagné de ses serviteurs Alice et Clara. Il fait un clin d'œil aux filles, conquiert tout leur cœur et fait même rougir Clara en la faisant s'asseoir. Pendant ce temps, lui et ses camarades remarquent des élèves d'autres classes jeter leurs ordures près de la leur, comme d'habitude. Iruma décide de tout brûler avec de la magie de niveau démon, puis déclare qu'il est temps qu'ils aient une belle salle de classe. Avec cette ambition, il se rend au bureau de Caligo avec ses camarades et dépose une demande officielle pour changer leur salle de classe. Il lui demande pourquoi on les appelle des inadaptés et qu'on les traite différemment. Alors, il sort son carnet et souligne comment Iruma a commis des violences physiques dès le premier jour. Jazz a été signalé pour vol, Sabro a attaqué un professeur, Caïm est un pervers, Agares dort tout le temps et Kurori, lui, est parfaitement normal. Iruma demande en quoi tout cela fait d'eux des inadaptés. Ils se disputent, mais Caligo met fin à la discussion en disant qu'ils n'ont de toute façon pas d'autre salle de classe de libre. Là-dessus, Iruma répond qu'ils ont toujours la salle légendaire de leur ancien roi démon, la Royale, et que les inadaptés y ont leur place. Caligo utilise un sort de foudre pour les intimider et leur dit de connaître leur place. Mais Iruma le coupe en proposant d'obtenir une signature d'approbation de tous les membres du corps professoral de l'école. Alors, il n'aura pas d'autre choix que de leur donner la classe. Caligo accepte cette proposition et dit qu'il donnera aussi son approbation s'il parvient à obtenir celle de chaque membre du corps professoral de l'école. Sur ce, ils sortent tous et Iruma emmène ses camarades à la Royale, leur demandant leurs ambitions et leurs désirs. Il les motive énormément, leur donnant envie de la Royale aussi, puis les envoie chercher autant de sceaux d'approbation que possible. D'abord, il prend Jazz avec lui et va voir Caligo, le taquinant avec un sceau d'invocation de familier. Il dit qu'il pensait obtenir son sceau de familier car ce serait facile. Pendant qu'il distrait Caligo, Jazz utilise sa capacité spéciale et vole l'agenda de Caligo de l'intérieur de son manteau. Après ça, ils vont voir Momonoki Sensei et utilisent mieux son amour pour Caligo comme une arme pour échanger l'agenda de Caligo contre son sceau d'approbation. Au même moment, Alocé et Clara vont persuader leur professeur de connaissances magiques, Furcas. Alocé obtient son sceau grâce à ses discussions très intelligentes avec le professeur et révèle qu'il est en fait vraiment très malin. Caïm réussit à obtenir le vote du vieux Morax grâce à ses potins raffinés. Lyd et Agares, eux, aident leur professeur Diavotini. Suzy, en gardant son vote, Lied et Elisabetta obtiennent l'approbation de leur professeur d'astrologie, Oswald, en le battant à un jeu de société grâce à leur ruse et leur travail d'équipe. Pendant ce temps, Sabro obtient l'approbation de Vlushenko, le professeur qu'il avait attaqué le premier jour en s'inclinant et en s'excusant. Les autres aident aussi à contacter d'autres professeurs pour obtenir leurs approbations, y compris Iruma qui va voir son grand-père pour sa signature. Finalement, ils réussissent à obtenir l'approbation des 36 professeurs, sauf Caligo, et entre dans son bureau pour le forcer à tenir sa promesse. Caligo regarde tous les tampons et dit que bien qu'ils aient l'approbation de tous les professeurs sauf lui, ils n'ont aucun tampon des autres membres du personnel comme les concierges, le cuisinier de la cantine et ainsi de suite. Il leur dit qu'il ne leur donnerait son approbation qu'une fois qu'ils auraient celle de chaque membre des autres facultés de l'école et les renvoie. Mais à ce moment-là, tous les employés de l'école entrent et donnent à Iruma leur sceau d'approbation, le remerciant pour toute l'aide qu'il leur apporte au quotidien. Cela choque tout le monde et ils réussissent enfin à forcer Caligo à donner son approbation aussi et à lui faire ouvrir la Royale pour eux. Une fois à l'intérieur, Iruma s'approche du trône royal réservé à l'ancien roi démon quand il était étudiant et s'y assoit avec un large sourire suffisant. Le lendemain matin, Iruma se réveille et redevient lui-même avec tous les souvenirs de ce qu'il a fait en étant un mauvais garçon. Il passe le reste de la journée à s'excuser auprès de tout le monde, leur demandant pardon pour les ennuis causés et son comportement grossier. Mais tous en rient et le taquinent en retour, lui disant d'être audacieux et de sourire comme la veille. Pour fêter l'obtention de la Royale comme salle de classe,
Ils prennent tous une photo et font asseoir Hiruma sur le trône royal une fois de plus. Quelques jours plus tard, Caligo annonce l'arrivée des vacances d'été et conseille à tous de se concentrer davantage sur leurs leçons et de faire leurs devoirs d'été quotidiennement. En entendant cela, tout le monde commence à célébrer et à faire des plans pour les vacances. Mais Caligo les fait taire en leur rappelant leur examen de fin de trimestre avant les vacances. Alice regarde Clara et les autres et dit qu'ils devraient apprendre d'Hiruma, qui est sûrement bien préparé. Mais à sa grande surprise, Hiruma semble tout aussi troublé que les autres, sinon plus. Plus tard, il révèle qu'il n'a jamais vraiment eu l'occasion d'étudier, donc il ne sait pas s'il réussira bien ses examens. Alice dit qu'obtenir de bonnes notes peut aider à monter en grade, tandis qu'échouer entraînera la perte d'un niveau de rang. Cela l'inquiète beaucoup, y compris Ali, qui dit que si Hiruma descend en rang, il pourrait finir par perdre son sens de soi et son corps aussi. Sur ce, ils commencent tous à étudier ensemble et testent Hiruma avec un quiz de base dans lequel il échoue de manière spectaculaire, au point qu'Giancarlo a pitié de lui. Voyant cela, ils décident à tous deux de l'aider dans ses études, et bientôt leurs camarades les rejoignent aussi. Pendant ce temps, Ameri envoie Shax au battleur d'appareils magiques, car il lui cause trop de problèmes au conseil des élèves. Et Hiruma, étant Hiruma, accepte la demande sans y réfléchir à deux fois. Après cela, il continue ses études, mais cela ne l'aide pas beaucoup. Les coutumes et les concepts du monde des démons se révèlent trop complexes et étrangers pour qu'il les comprenne, et il a du mal avec eux. Mais ensuite, il finit par passer un quiz du manuel de zoologie mythique, qui comprend des questions sur des créatures mythiques comme les êtres humains et les animaux du monde humain. Et Hiruma réussit à obtenir un score parfait. Cela lui remonte le moral quand tout le monde le félicite, et il décide maintenant tous de former un groupe d'études de classe. Sur ce, il se dirige vers le bureau des professeurs pour voir notre professeur d'histoire démoniaque, Dali, mais il semble être en pause, traversant son cycle maléfique, et Balam Sensei le remplace. Balam est connu pour être un excentrique qui utilise sa magie et ses membres pour ressentir chaque être vivant qu'il rencontre, car il est passionné par leur étude. C'est aussi lui qui a écrit le manuel de zoologie mythique, et en touchant Hiruma, il remarque qu'il n'a pas de racine d'aile dans le dos et s'enfuit avec lui vers d'autres professeurs. Marika lui fait enlever sa chemise pour voir ce qui se passe, mais Ali intervient pour le sauver et se métamorphose pour montrer qu'Hiruma a de très petites ailes. Après cela, ils sortent tous les deux et Balam décide de montrer sa bouche défigurée à Hiruma et s'excuse de l'avoir embarrassé ainsi devant tout le monde. Après cela, il l'emmène à son laboratoire et lui offre du thé. Hiruma finit par révéler accidentellement qu'il est humain. Heureusement pour lui, Balam est en fait un démon doux et bienveillant, intéressé par les humains en tant que scientifique et s'inquiète pour lui comme pour une espèce en voie de disparition. Ils deviennent amis assez vite et Balam aide Hiruma à découvrir le monde des démons et le système magique. Hiruma apprend aussi beaucoup de ses camarades du groupe d'études. Pendant ce temps, nous découvrons aussi que Caligo et Balam étaient camarades de classe et qu'ils sont tous deux au sommet de leur promotion avec le rang 8 Chet. Après une semaine entière d'études comme ça, le moment de leur examen de fin de trimestre arrive et Caligo les surveille tous. Grâce à tous leurs efforts, ils réussissent tous l'examen et plusieurs d'entre eux montent aussi en grade. Alocé obtient une double augmentation de rang pour avoir été le meilleur de sa promotion et Hiruma réussit à améliorer le plus ses notes, même s'il ne monte pas en grade. Après cela, ils célèbrent tous avec une fête et les filles décident d'avoir une session de discussion entre filles et invitent Ameri à les rejoindre aussi. Après qu'Hiruma ait réussi l'examen, Sullivan décide de lui organiser une fête et se demande où il devrait aller en vacances. Mais Opera lui demande une récompense pour l'avoir aidé plus tôt à avoir l'air cool devant les amis d'Hiruma et suggère qu'il fasse en sorte que Caligo aille chez tous les élèves pour la réunion parents-professeurs. Sullivan accepte et Caligo finit par passer une journée totalement chaotique à cause d'eux. Mais nous découvrons aussi qu'il est vraiment attentif et se soucie beaucoup de tous ses élèves car il prend des notes sur chacun et s'occupe bien d'eux. Finalement, il va voir Hiruma et Sullivan. Et là, nous découvrons qu'Opera était l'aîné de Caligo pendant ses années d'école et qu'il l'a même intimidé et en a fait son laquais à cette époque. Caligo souffre encore de ses souvenirs et Opera prend plaisir à l'intimider aussi pendant sa visite actuelle. Le lendemain matin, Caligo se venge en donnant à tout le monde des devoirs supplémentaires pour l'été, montrant ainsi sa nature sadique. Et cela marque le début de leurs vacances d'été. Le jour suivant, Hiruma se réveille et sort pour voir tous ses camarades de classe devant sa porte. Il leur demande ce qu'il en est et ils lui disent qu'il prévoit d'aller au parc d'attractions Walter et l'invite à venir. Hiruma s'habille rapidement et ils vont tous au parc Walter. Jazz et les autres disent qu'ils avaient l'intention de bien s'amuser, mais ensuite ils regardent Caligo, Balam et Opera debout derrière eux car ils ont été envoyés par Sullivan comme garde du corps pour Hiruma. Hiruma explique que c'est la première fois qu'il s'éloigne autant de chez lui, alors son grand-père s'est inquiété. Il remarque aussi qu'Alocé n'est pas là et ses amis expliquent qu'il est allé à une conférence avec Furkas Sensei et qu'ils semblent bien s'entendre. Après cela, il dit qu'il est content qu'Ameri ait pu venir car il l'a invité à la dernière minute. Ameri se plaint qu'elle pensait que ce serait juste eux deux, mais ensuite elle vérifie les messages à nouveau et confirme que tout cela n'était que dans sa tête.
Oprah taquine aussi Caligo et dit qu'ils l'aideront à surmonter son agacement des endroits bondés, à son grand désarroi. Sur ce, ils entrent tous dans le parc, mais les professeurs les font tous s'asseoir et forment 3 groupes pour qu'il soit plus facile de les surveiller. Lyd propose que l'équipe qui s'amuse le plus reçoive un prix des professeurs. Et après s'être fait taquiner par ses collègues, Caligo accepte mais dit que l'équipe perdante aura ses devoirs doublés pour l'été. Après cela, tous tirent au sort et forment des équipes. Iruma et Alice se retrouvent dans l'équipe de Balam aux côtés d'Agarès et Sabro. Les filles se regroupent avec Opéra qui les surveille et le reste des garçons voient leurs rêves et espoirs de devoirs anéantis car Caligo prend les choses en main avec eux. Après cela, ils partent tous dans des directions différentes pour faire des attractions. Le groupe d'Iruma remarque une foule de gens entourant un démon à l'air joyeux qui s'avère être nul autre que Romier. Il lui demande d'année ce qu'il fait là et découvre qu'il est en fait le fils du propriétaire du parc et qu'il devait observer le parc sous la protection de leur majordome. D'autre part, nous découvrons que profondément sous terre se trouve la prison d'Ouroboros qui abrite 1600 criminels dont la haine et l'énergie magique sont utilisés pour alimenter les attractions du parc Walter. Parmi eux, nous voyons aussi Kirio, et il semble encore mijoter quelque chose. Il rassemble des démons dans la fosse souterraine de décompression, et leur parle de l'organisation secrète de terroristes appelée l'équipage Musashino, aussi connu sous le nom des Six Doigts, qui prévoit de détruire le parc Walter bientôt, et ce sera leur chance de s'échapper. Pendant ce temps, les camarades d'Iruma profitent de leur séjour au parc. Le groupe d'Opéra fait une séance photo dans un magasin de vêtements tenu par un petit grand-père et un démon très à la mode. Le groupe de Caligo lui fait porter des produits fantaisie du parc et lui offre beaucoup de collations, dans l'espoir de ne pas voir leurs devoirs doublés. Et ce faisant, il rencontre 2 employés d'un magasin de jeux qui les invitent à jouer au jeu de tir. D'autre part, le groupe de Balam court après Iruma et Romier qui passent d'une attraction à l'autre. Iruma semble s'amuser au-delà des mots. Mais dans tout ce plaisir aveugle, il réussit à se perdre et se retrouve dans la ruelle du marché noir, tenu par toutes sortes de figures louches. Il essaie d'appeler ses amis pour qu'ils viennent le chercher, mais la batterie de son téléphone est morte. Et bientôt, des démons commencent à l'attirer pour des bonbons suspects. Juste à ce moment-là, la fille aux cheveux argentés intervient et le protège du démon louche en lui disant de s'éloigner de son jeune frère. Elle raccompagne Iruma aux attractions et lui parle du bureau des enfants disparus. Elle lui offre aussi elle lui offre aussi de la glace et l'aide à se remonter le moral avec quelques attractions. Iruma découvre qu'elle adore les animaux mais ne peut pas les toucher car ils ont peur d'elle. Il lui raconte une astuce qu'il a apprise de Balam et l'aide à se lier d'amitié avec les animaux, ce qui la fait sourire très fort. Juste à ce moment-là, elle regarde la grande roue et dit qu'il pourrait chercher le parc plus efficacement et l'emmène au sommet de l'attraction. Là, Iruma la remercie de l'avoir aidée et dit qu'il a vraiment apprécié son temps à jouer avec elle. Juste à ce moment-là, Iruma aperçoit ses amis et descend pour les retrouver. La dame aux cheveux argentés s'en va silencieusement et disparaît dans l'une des ruelles sombres derrière eux. Et nous découvrons qu'elle s'appelle Shida et qu'elle fait aussi partie du personnel du parc travaillant en coulisses pour aider les gens à profiter de leur temps là-bas. Après son départ, Iruma finit par jouer avec des enfants au parc en guise de punition de Romier pour s'être perdu. Et là, les enfants jouent à faire semblant d'être les 6 doigts. Alice explique que c'est un groupe de terroristes qui croient au retour aux anciennes méthodes de barbarie. Pendant qu'ils jouent à tous, Agarès se fatigue et dit qu'il en a assez. Mais Romier s'approche de lui et dit que c'est à cause de son masque stupide et le lui enlève, révélant ses yeux absolument immaculés et angéliques. Son aura aveuglante fait paniquer Romier qui le couvre et l'emmène dans une pièce calme pour l'endormir afin qu'il ne lui vole pas la vedette. Pendant ce temps, nous voyons Shida et 5 autres membres du personnel du parc se rassembler et révéler leur véritable identité de 6 doigts. Ils lâchent alors un tas de bêtes vraiment puissantes sur le parc Walter, y compris un dragon, pour détruire le parc et secourir leur cible, Kirio, de la prison souterraine. D'autre part, Iruma et les autres entrent dans la pièce calme où Romier a emmené Agarès et commencent à regarder autour d'eux. Agarès s'agace et tombe de son nuage, mais remarque que le sol est chaud pour une raison quelconque. Il étend sa capacité et découvre qu'il y a 3 endroits dans le parc où le sol est vraiment chaud. Et juste à ce moment-là, il remarque les 3 œufs magiques éclore et invoquer les 3 bêtes magiques que les 6 doigts ont lâchées. Il utilise sa capacité pour changer le sol et protège tout le monde d'être écrasé par les débris volants. Il lève les yeux aux côtés d'Iruma pour voir l'énorme dragon Carmi ravager le parc. Le groupe d'Opéra affronte le Rapanthère tandis que la bande de Caligo rencontre le monstre bleu des montagnes. Ils courent tous vers Caligo mais il dit qu'il ne s'amuse pas et pourrait les blâmer. Ils répondent que cela n'a pas d'importance pour l'instant et demandent pour son aide. Et son cul sadique décide de leur donner une leçon en direct sur les attaques combinées. Il leur dit de se débrouiller seul avec le monstre et les observe de côté, assis à l'ombre. Après avoir entendu cela, ils s'enfuient tous du monstre, mais il les rattrape et leur lance un énorme rocher. On dirait que c'est la fin pour eux, mais alors Lied intervient avec sa capacité spéciale de lame de vent et tranche la roche comme le plus fort épéiste du monde. Jazz, le plus intelligent du groupe, Reidi Eyes, réalise vite que la lame de vent de Lyd est le seul sort offensif qu'ils ont et s'inquiète de ne pas pouvoir s'en sortir vivant.
Mais en repensant aux mots de Caligo, il décide de tenter le coup et lance une attaque combinée avec ses amis. Lyd vole la vision du monstre d'un œil tandis que Caïm intervient avec sa lame de vent. Alocé distrait le monstre avec son sort d'amitié qui lui permet de parler et de comprendre toutes les langues, y compris celles des monstres, pendant que Jazz soutient Goemon avec un sort de boule de feu de bas niveau. L'attaque ne fait absolument rien aux monstres, à part le rendre encore plus furieux contre eux, et ils commencent à les poursuivre avec encore plus d'ardeur. Ils essaient de demander de l'aide à Caligo une fois de plus, mais il leur donne des conseils abstraits et les abandonne à leur destin maudit. Pendant ce temps, les Six Doigts envahissent la prison souterraine et défont le vice-gardien Triton le Serrurier, tristement célèbre pour sa poigne à briser le cou. De retour à la surface, Lyd, Caïm et Goemon demandent de l'aide à Jazz, le considérant comme leur grand frère car il est un Gimel Rancor. Et nous découvrons qu'étant le plus jeune de sa famille et intimidé par ses aînés, Jazz a toujours voulu avoir des frères et sœurs plus jeunes et les protéger, et le fait qu'il l'appelle grand frère le fait accepter instantanément. Il commence alors à réfléchir à des moyens de les sortir de cette situation, et c'est là que Caligo lui rappelle le petit sifflet autour de son cou et lui demande si cela ne suffira pas à les aider. D'autre part, nous voyons Iruma regarder le personnel du parc aider les gens à sortir en sécurité, mais ignorer les enfants en danger qu'il pense déjà perdus. Ce manque d'empathie le met vraiment en colère et il dit qu'il est furieux. Il comprend aussi que ces monstres sont des créatures invoquées et que cela doit être une attaque planifiée grâce à l'avis de Balam. Il décide d'aider les enfants lui-même et court vers eux, esquivant tous les débris qui tombent en utilisant son Ultra Instinct. Pendant qu'il est occupé à les secourir, Sabro et Alice décident d'un 3 d'intervenir et de combattre le dragon tandis qu'Agares et Balam Sensei, aidés par Iruma, évacuent les enfants piégés. Balam s'inquiète pour les élèves, mais quand il voit Sabro et Alice submerger joyeusement le monstre de catégorie désastre tout en se disputant, il se sent heureux pour l'avenir de la démondialité et des Bables. D'un autre côté, Opera combat le monstre Rapanthère et dit à Améry d'évacuer les autres filles. Ensuite, Opera commence à combattre le monstre, mais Améry les rejoint vite et offre son aide en tant que présidente du conseil des élèves et 6e rang Vave Démon. Pendant ce temps, Carla se fait attraper par le monstre en essayant de les aider de manière ridicule au lieu d'évacuer la zone de babillage. D'un autre côté, Jazz poursuit son plan et demande à ses amis de le déposer près de l'oreille du monstre, puis souffle le sifflet magique directement dans sa tête, l'assommant. Tous se réjouissent de leur victoire, mais le monstre se relève soudainement et les met à terre. Alors que tout semble perdu, Mekaligov intervient, arrête l'attaque du monstre d'une main, puis le vainc grâce à sa capacité de foudre Cerbère. Au centre d'évacuation, Karori décide de remonter le moral de tous en tant que Kuromu, et de retour dans la partie du parc d'Opéra, nous voyons Améry utiliser sa capacité de lignée spéciale Romanista qui lui permet de briser toutes ses limites et de pouvoir tout faire tant qu'elle n'est pas intimidée. C'est une arme à double tranchant qui concrétise ses croyances, et penser qu'elle peut vaincre l'ennemi lui donne la force nécessaire. Elle parvient finalement à vaincre le monstre et impressionne suffisamment Opera pour qu'il lui offre un futur poste chez Sullivan en tant qu'apprenti. Au début, Améry refuse, mais quand elle réalise que cela signifie qu'elle vivra avec Iruma, elle dit vouloir qu'Opera garde l'offre ouverte pour l'avenir. D'un autre côté, Alice et Sabro sont touchés par l'attaque du dragon à cause de leur imprudence. Sabro protège Alice et dit l'avoir fait pour avoir l'air cool, car c'est ce que ferait le futur roi démon. Ils deviennent amis et s'entraident jusqu'à épuisement de toute leur énergie magique, puis Balom intervient et invoque son dragon de bois infusé de son incroyable quantité d'énergie magique, tel Hashirama de Naruto. Il mord alors le dragon, le submerge complètement et gagne le combat avec aisance. Tous pensent que ça sent que la bataille est terminée, mais les autres monstres se tournent soudainement vers Mana et fusionnent avec le dragon pour créer un monstre hybride. Le monstre leur tire un rayon d'énergie, mais Opera et Améry interviennent juste à temps pour protéger tout le monde, et Balam demande à Opera de l'aider comme au bon vieux temps. Opera dit qu'il pourrait aussi avoir besoin de leur 3e acolyte et invoque Caligo avec le sceau d'Iruma, puis ils anéantissent instantanément le monstre avec leur capacité ultime. Après cela, au lieu de boucler comme dans un jeu vidéo, le monstre décide de leur faire un coup à la Perfect Cell en rassemblant toute son énergie pour libérer une explosion finale qui les anéantit tous. Il fait face au centre d'évacuation pour emporter le plus de démons possible, mais Romar arrive alors et utilise son charisme pour que le monstre se tourne vers lui. Le monstre libère une explosion massive, mais Iruma saute juste devant et décide d'absorber l'attaque avec son anneau. Alucard conseille à Iruma sur la façon de le renforcer pour qu'il puisse tout encaisser d'un coup et lui fait lancer un sort ridicule qui aspire l'énergie du monstre, le laissant comme vous vous sentez tous après une longue session avec vos chaussettes. Après cela, ils vont tous à l'hôtel Walter Parks où nous rencontrons le père de Romira et Sullivan arrive pour voir si Haruma allait bien. Ils décident tous d'y passer les jours suivants, le père de Romier et Sullivan rendant public qu'Haruma est un héros qui a sauvé tout le monde à Walter Park.
D'un autre côté, nous voyons Kirio sortir de prison, les 6 doigts s'inclinant devant lui. Ils lui transmettent un message de Bol qui lui dit de revenir immédiatement. Kirio efface aussi les souvenirs de ses co-détenus, prenant plaisir à voir leur visage désespéré quand ils réalisent qu'ils ne sortiront pas comme lui. Il découvre aussi qu'Iruma est celui qui a ruiné leur plan de destruction du parc et pense que c'est le destin qu'ils soient des rivaux éternels. D'un autre côté, nous voyons Iruma célébré par tous au parc comme leur sauveur, la nouvelle attirant de nombreux reporters et l'attention sur lui. Plus tard cette nuit-là, il sort prendre l'air loin du bruit et Amari décide de le suivre. Elle repense à la scène romantique qu'elle a vue dans son manga et demande à Haruma de sortir avec elle un jour, juste tous les deux. Bientôt, Alice et Carla les rejoignent aussi et Haruma accepte sa demande, ce qui la fait s'évanouir de timidité. Le lendemain matin, ils décident tous de partir, mais Iruma souffre de la célébrité et du succès et se demande où ils peuvent aller pour éviter les reporters. C'est alors que Carla décide de les inviter chez elle. Alice et Iruma décident de rester chez Carla et de rencontrer sa famille folle mais aimante. Ils apprécient le de leur séjour, découvrant leurs coutumes sauvages dans la forêt mystérieuse et les montagnes, et la mettent aussi dans l'embarras en feuilletant son album photo, y compris ses photos de bébé. Quelques jours plus tard, le père d'Ameri vient à la maison et dit à Iruma qu'il doit immédiatement retourner chez lui, comme demandé par Sullivan, car la patrouille frontalière a empêché les reporters d'approcher sa maison. Au même moment, nous voyons Ameri planifier un rendez-vous complet avec Iruma et l'invite à un rendez-vous à l'aquarium et à la piscine. Ils passent leur journée ensemble et Ameri essaie de recréer diverses scènes du manga romantique qu'elle lit, mais toutes ces tentatives échouent car elle réalise qu'elle est plus grande qu'Iruma et est juste trop forte pour être mignonne même si elle essaie. Mais à la fin de la journée elle se blesse un peu en sauvant Iruma d'une bête aquatique et Iruma lui demande si elle peut marcher. Triste de ses tentatives romantiques ratées, elle boude et demande s'il la porterait si elle disait qu'elle ne peut pas. Et à sa surprise, Iruma dit oui et utilise un sort magique pour l'alléger et la porte à la manière d'une princesse. Cela la rend vraiment heureuse et ce fut un rendez-vous réussi pour eux. Après cela, Iruma passe la majeure partie de ses vacances d'été à faire les devoirs doubles que toute la classe a reçus grâce à Caligo, ce sadique. Sullivan dit qu'ils ont tous gagné le concours de celui qui s'est le plus amusé au parc et fait en sorte que Caligo leur offre un repas chic. Caligo accepte mais dit que cela signifie qu'ils ont tous échoué en même temps et double leurs devoirs. Une fois Iruma terminé ses devoirs, Sullivan décide de l'emmener faire du shopping et ils profitent tous deux de leur journée ensemble, achetant des vêtements, des livres et des choses pour le dernier trimestre avant leur promotion en deuxième année. En se promenant avec Sullivan, Iruma entend des démons parler du fait que Sullivan n'est pas devenu le roi démon pour une raison quelconque, ce qui pousse Iruma à lui demander ce qu'il faut faire pour devenir un roi démon et pourquoi il ne l'est pas devenu. Cela surprend vraiment Sullivan, qui se remémore d'abord l'époque avant que le dernier roi démon Dracula ne disparaisse soudainement. Il agissait comme son bras droit et supervisait le monde des démons avec lui. Il dit à Haruma que le roi démon est celui qui règne sur tout le monde des enfers. C'est lui qui établit les lois et les coutumes des enfers, et ainsi, les enfers deviennent la représentation du genre de personne qu'est le roi démon. Il demande ensuite à Iruma de regarder autour de lui et de lui dire quel genre de personne était Dracula selon lui, et Iruma répond qu'il devait être un grand souverain car tout le monde semble heureux. Sullivan est d'accord et dit qu'il n'est pas encore sûr de pouvoir être à la hauteur de ce titre, et c'est pourquoi il n'a pas assumé ce rôle. Il dit ensuite qu'il serait toujours intéressé de voir Iruma devenir le roi démon et quel genre de monde des enfers il créerait, ce qui fait aussi réfléchir Haruma à la question. Sur ce, ils terminent leur journée et rentrent chez eux, jusqu'à ce qu'Haruma se réveille le lendemain et aille à l'école avec Alice et Carla pour leur nouveau trimestre. Mais quand ils arrivent en classe, Caligo fait une annonce spéciale aux élèves de la Royal One. Tous doivent devenir Dalif avant de passer en deuxième année, car c'est une exigence pour ceux qui étudient à la Royal One. Sinon, la classe leur serait retirée, ce qui les surprend et les inquiète tous beaucoup. Pour rendre cela possible, ils regroupent tous les élèves de la Royal One par paire et assignent ensuite des professeurs spéciaux à chacun d'eux pour révéler leur plein potentiel. Alice et Sabro ont Balom comme chef, Carla et Elisabetta ont Miss Rhine comme professeur, Furfur prend Elother et Jazz, sous sa fourrure inexistante, Agares et Gap ont Vapor, tandis que Caïm et Kurore ont Monsieur. Hat comme tuteur. À la fin, Lyd et Haruma restent et ils se demandent qui va s'occuper d'eux en regardant Caligo. Mais il leur dit que leur tuteur spécial serait le débutant aux cheveux verts, Robin. Ainsi, toutes leurs leçons commencent et ils visent à concourir pour des promotions de rang au prochain festival de la moisson, qui est comme les examens chunins du monde des démons, mais en tant qu'activité parascolaire. Finalement, Lyd et Iruma rencontrent une parente de Robin nommée Bachiko, connue pour son tir à l'arc et sa précision lors de la dernière guerre des démons. Elle dit n'être venue que parce que Lord Sullivan le lui a demandé et les transforme tous deux en ses acolytes au lieu de les entraîner.
Bientôt, Lyd décide de partir et va s'entraîner avec Robin, qui décide d'augmenter sa résilience en le faisant jouer aux jeux vidéo toute la nuit sans le laisser gagner ni dormir une seule fois. D'un autre côté, Haruma continue d'agir comme la femme de chambre et le serviteur de Baichiko, et fait tout, du service du thé à la lessive. Une semaine plus tard, ils se réunissent tous pour se raconter à quel point l'entraînement était difficile et comment ils s'en sortaient. Cela motive Hiruma et il décide de s'entraîner sans se plaindre non plus. D'un autre côté, Sullivan a demandé à Bakugo comment l'entraînement progressait, et elle se souvient que c'était une chose et décide de prendre les choses au sérieux avec Hiruma. Elle l'emmène ensuite au nouveau battleur d'appareils magiques et dit que c'est l'endroit qui peut fabriquer l'arme spéciale d'Hiruma et agit comme si c'était un lieu mystérieux, mais Hiruma lui dit qu'il fait partie du battleur, ce qui ruine complètement sa mise en scène. Après cela, ils entrent pour trouver le simp du président, Chanel, qui a réussi à remplir l'endroit de toutes sortes de technologies aléatoires. Baichiko dit à Hiruma de trouver un noyau pour son arc et de travailler à visualiser ses objectifs pour former un arc qui lui convienne et à lui seul. Hiruma y parvient finalement grâce aux paroles inspirantes d'Eli et conjure un arc super cool digne du roi démon. Sur ce, leur entraînement continue pendant les 2 semaines suivantes et enfin le jour du festival de la moisson arrive et nous voyons la classe des marginaux entrer comme des protagonistes d'animes super stylés après un saut dans le temps de 2 ans. Épuisés par leur entraînement et vêtus de leurs nouveaux uniformes, ils participent tous au festival et décident de travailler en binôme comme ils ont été formés. Hiruma fait équipe avec Lyd qui a maintenant appris le vrai sens de la résilience et a entraîné ses sens à être plus observateur et rapide. Le festival comprend une chasse en forêt à grande échelle s'étendant sur 4 jours où les participants doivent entrer dans la forêt par l'une des 4 routes et ne peuvent pas la quitter avant la fin du festival. Ils gagneront des points en fonction des différents fruits, légumes et proies qu'ils chassent. Le troc et le vol sont également autorisés, mais se battre est interdit. La récolte peut être remise à des points de collecte spéciaux dans la forêt, situés à des distances spécifiques les uns des autres. Plus la proie est grande et forte, plus vous obtenez de points avec une rumeur sur une feuille légendaire valant plus de 100 000 points à elle seule. Alice et Sabra décident de s'en prendre à cela tout en chassant les monstres de classe boss, mais ils sont alors pris en embuscade par 2 étudiants seniors appelés les frères Doradora qui ont retardé leur promotion. D'un autre côté, nous voyons Kurori et Kame faire en sorte que les monstres de la forêt leur apportent fruits et légumes, les dominant grâce à leurs compétences de dressage très entraînées, apprises sous Monsieur. Hâte qui les a enfermés dans des cages avec des animaux sauvages et les a fait vivre parmi eux tout ce temps. Alose et Jazz trichent un tas d'étudiants et les incitent à leur donner tous leurs points alors qu'ils apprennent les sombres voies de la survie dans les enfers, grâce à Furfur. Hiruma et Lyd décident de jouer intelligemment et lentement. Hiruma passe en mode Bear Grylls agissant sur son SSPT lié à la pauvreté et au travail incessant de son ancienne vie pour la survie de base. Ils se concentrent sur la collecte de fruits et légumes pour leur repas, car ils y passeraient les 4 jours suivants, au lieu de les échanger contre des points. Lyd, sceptique, décide de garder quelques points avec lui, mais ils sont alors pris en embuscade par Carla et Elisabetta qui ont peaufiné leur charme féminin. Elisabetta réussit à dépouiller Lyd de tous ses points, tandis que Carla épuise Hiruma en utilisant sa nouvelle capacité de monde onirique et en le faisant jouer avec elle pendant longtemps. Après cela, elle rejoint Elisabetta et elles repartent avec 5400 points. Le premier jour touchant à sa fin, les étudiants commencent à avoir des problèmes à cause de leurs mauvaises compétences en gestion des rations et sont même blessés par des monstres. Robin et d'autres professeurs restent à l'affût pour les sauver et les soigner, tandis que Collego se tient prêt à sauver des idiots comme Robin qui lui ont causé des ennuis en essayant de sauver des étudiants. Au même moment, nous voyons un groupe de filles fuir un grand monstre alors qu'elles trouvent un immense manoir au milieu de la forêt et s'y cachent. Là, elles trouvent Tagarès sans son masque et sont hypnotisées par son allure élégante tandis qu'il leur demande qui elles sont, agacées. Elles regardent toutes son beau visage et commencent à le vénérer comme s'il était Adonis. Mais Gap entre alors avec une proie fraîchement abattue et les calme. Agiras essaie de chasser les filles, mais Gap lui dit qu'ils ne peuvent pas faire ça car il y a des monstres sauvages dehors. C'est ainsi que de plus en plus de gens trouvent le château et commencent à y vivre, aux grandes dames d'Agiras, mais il apprend à les apprécier avec le temps. D'un autre côté, nous voyons tous les professeurs se réunir pour prendre le thé en observant leurs élèves, et ils se disputent pour savoir qui a les meilleurs élèves. Nous découvrons aussi que l'équipe de Karoli et Kaïm a collecté plus de 14 000 points et que Balam a remporté le festival de la moisson en son temps avec 55 000 points et il l'a fait sans nuire aux plantes ni aux animaux. Carla et Elisabetta ont environ 9 500 points, Agir et Gap ont un peu plus de 8 000 points, tandis que l'équipe de Lozer et Jazz a presque 13 000 points combinés. D'un autre côté, l'équipe d'Hiruma et Lyd est à 0 points, ce qui fait perdre espoir à tous les professeurs, mais Sullivan et Basheko le soutiennent et rejoignent aussi la discussion.
Sur ce, le premier jour du festival de la moisson prend fin et tout le monde va dormir, mais nous voyons deux pères encore se battre à cette heure, dont Alice et Sabro, qui se disputent des points contre les frères Doradoro pour un monstre de classe boss. Il semble y avoir un malentendu où les frères Doradoro pensent qu'Alice et Sabro ont été entraînés par Furfur. Ils leur offrent un tas de points et disent qu'ils les vaincront pour prouver leur valeur à leur sensei, qui les a soudainement quittés du camp militaire pour venir à Bable. Alice et Sabro pensent qu'ils parlent de Balom, et tout ce malentendu donne naissance à une étrange rivalité entre eux. Pendant leur bataille, les frères utilisent leur capacité de lignée spéciale qui élève les émotions de leur cible et les pousse à prendre de mauvaises décisions. Ils utilisent cette capacité sur eux deux ainsi que sur le monstre qu'ils combattent, le rendant fou furieux contre Alice et Sabro. Les choses s'annoncent mal pour eux, mais Alice décide alors de passer en mode hachoir et entre dans sa transformation de cycle maléfique. Il révèle que pendant leur entraînement, Balom leur a présenté une paire de drogues qui fait entrer un démon dans son cycle maléfique et en sortir. En l'utilisant, on peut obtenir un coup de pouce de puissance et surmonter le défi, mais c'est aussi difficile pour l'esprit et le corps de l'utilisateur. Et c'est pourquoi il les a entraînés tous les deux à avoir un esprit et un corps fort. Après être entré dans son cycle maléfique, Alice anéantit le monstre à lui seul, puis se dirige vers les frères pour leur donner une leçon, mais Saburo intervient et le ramène à la raison en criant le nom d'Iruma. Après cela, ils commencent tous deux à se disputer comme d'habitude, mais cette démonstration de puissance surprend les frères Dorodoro et ils décident d'accepter leur défaite. Alice et Sabrov disent qu'ils ne vont pas les combattre car c'est contre les règles du festival, mais sont heureux de concourir à leur côté et ils décident tous d'avancer ensemble. D'un autre côté, nous voyons Iruma réaliser qu'il a réussi à obtenir un total de 0 points lors de son premier jour de festival, ce qui l'inquiète car il veut aussi gagner le festival. Lyd arrive avec un peu d'espoir et lui parle de la feuille légendaire et de sa valeur de 100 000 points, ce qui peut les aider à assurer la première place à coup sûr. Avec ce nouvel objectif, il décide de trouver Caïm pour lui demander d'utiliser sa capacité à parler aux animaux de la forêt afin d'obtenir des informations sur cette feuille légendaire et où la trouver. Ils les rencontrent finalement et deviennent les esclaves de Kurori, mais parviennent à conclure un accord où ils doivent faire un spectacle de danse demi-humaine pour eux, déguisés en mâles bêta, en échange des informations. Au début, ils sont tous deux contre, mais décident de céder pour obtenir l'information et reçoivent un poème des animaux de la forêt qui fait allusion à l'emplacement de la graine et du pot spécial nécessaire pour faire fleurir la feuille légendaire. Au même moment, nous voyons Zamari et le conseil des élèves aider à la mission de sauvetage des étudiants blessés lorsqu'ils tombent sur une foule immense d'étudiants dans les terrains de forfait qui parient sur qui gagnera le festival et obtiendra le titre de jeune roi. Là, ils remarquent aussi Alloser et Jazz mangeant des nouilles et se demandent ce qu'ils faisaient tout là. Ils l'interrogent à ce sujet et Jazz révèle qu'après avoir collecté 13 000 points dans une zone, ils ont décidé de diviser leurs points et d'aller chercher de nouvelles cibles dans une autre zone. En traversant la forêt, ils ont rencontré de multiples clones du frère de Jazz qui l'avait intimidé depuis l'enfance et Jazz l'a instinctivement attaqué pour se venger. C'est alors que l'illusion s'est dissipée et ils ont découvert que c'était en fait un autre élève de première année d'une classe différente nommée Aerobus et il semblait cibler spécifiquement les membres de la classe des marginaux pendant le festival. Frapper un autre participant pendant ce festival signifiait l'abandon et c'est ainsi que Jazz a été éliminé. D'un autre côté, nous voyons Haruma suivre les instructions qu'il a obtenues grâce à Kurwari et trouve le donjon avec la graine de la feuille légendaire. À l'intérieur du donjon, il rencontre l'étudiant de première année malodorant, Nafra, qui est seul car il ne s'est pas baigné depuis 1 mois, comme Asmongold. Ali dit à Haruma de l'ignorer et d'avancer car il est un ennemi tant qu'il participe au festival, mais Haruma étant Haruma décide de libérer Nafra de ses liens et continue de traverser le donjon avec lui. Il tombe finalement sur la graine légendaire protégée par un esprit divin nommé Tot. Tot leur demande de l'impressionner et Iruma décide de lui raconter l'histoire du manga romantique qu'il lit à Ameri. Nafra l'aide aussi et ils parviennent à récupérer la graine auprès du gardien. Tot donne également son numéro de téléphone à Haruma pour qu'il puisse leur raconter la suite plus tard. Sur ce, ils commencent à s'en aller, mais Ocho et Orobas attaquent Haruma avec leurs illusions et le font tomber d'une falaise. Nafra tente de les combattre mais ils l'ignorent et s'en vont, tandis qu'Iruma survit mais se blesse au pied. En bas, il continue de lutter contre l'illusion qu'Aerobus a insufflée à un monstre araignée, mais Iruma affirme qu'il protégera sa vie et son secret d'humain dans ce monde, car il chérit cette nouvelle existence, et il attaque le monstre avec sa flèche, le vainquant. À ce moment-là, Nafra descend en volant et lui demande pourquoi il ne remonte pas. Haruma lui explique qu'il ne peut pas voler à cause de ses petites ailes, alors Nafra l'aide avec une plante spéciale qui pousse très vite quand on l'arrose, un peu comme le haricot magique. Iruma attrape Nafra et fait pousser la plante de manière absurde, très vite et très grande, en utilisant un peu de son sang humain et il s'échappe d'au-delà avec la graine.
Pendant ce temps, Lied parvient à trouver le pot spécial nécessaire pour faire pousser la feuille légendaire grâce à sa part d'information et il attend Iruma. Mais les professeurs décident de pimenter les choses en annonçant que Lied et Iruma ont obtenu les composants de la feuille légendaire et que le pot en lui-même vaut 20 000 points. Cela fait de Lied une cible de choix pour tout le monde et son pot est volé par Elisabetta, mais il s'avère que c'est Orobas utilisant le Sexy Jutsu de Naruto. Après cela, Orobas rend le pot pour des points et assure sa position de premier de la classe. D'autre part, Iruma retrouve Lied qui lui raconte qu'Elisabetta lui a volé le pot. Il décide d'aller lui parler pour voir s'ils peuvent récupérer le pot d'une manière ou d'une autre, et Lai utilise sa concentration incroyable et sa capacité à détecter la magie pour localiser les filles. Au même moment, nous voyons qu'Elisabetta et Carla sont avec Karori, qui prévoit d'attaquer le château d'Aguera pour voler tous les points des personnes à l'intérieur. Elle mène son armée de monstres pour leur faire la guerre, tandis qu'Elisabetta et Carla sont chargés de distraire les gardes pour assurer leur victoire. Alors que la guerre commence, Iruma et Lied arrivent sur les lieux, les rejoignent et interrogent Elisabetta à propos du pot. Elle leur dit qu'elle n'a jamais revu Lied après leur première rencontre, et à ce moment-là, Nafra essaie de leur dire quelque chose. Grâce à la capacité spéciale de Kame, il traduit les actions de Nafra en mots et explique que c'était Orobas qui les avait attaqués et qui ciblait les membres de la classe des inadaptés. Fort de cette information, Lied a utilisé sa capacité de concentration pour localiser Carla et Orobuz. Il leur dit qu'Orobuz était sur le point d'attaquer Carla qui sautillait dans la forêt. Karori leur prête ses montures les plus rapides et ils foncent vers Carla pour la sauver à temps. D'autre part, Orobas jette sa magie d'illusion sur un monstre végétal, le faisant ressembler à Iruma et blesse Carla émotionnellement avant de l'attaquer avec un monstre, mais Iruma abat le monstre juste à temps et la sauve. Cela met Orobas vraiment en colère et il décide d'attaquer Carla personnellement, mais Alice arrive juste à temps pour lui flanquer une raclée monumentale avec un coup de poing enflammé par derrière. Cela le fait abandonner le festival, ce qui rend Orobas heureux, mais Alice s'approche de lui botte le cul et lui dit qu'il le retrouvera et s'assurera que son âme le supplie de la réduire en cendres avant de retourner à la tente des abandons. Après avoir dit au revoir, Alice, Iruma, Lied et Carla se retournent pour constater qu'Orobas a disparu et nous voyons Ocho l'aider à s'en aller. Ocho montre ensuite à Orobas un tas d'ingrédients de haut niveau et les lui donne pour qu'il puisse gagner le festival, puis il efface ses souvenirs de lui-même. D'autre part, le temps semble s'épuiser car Iruma a passé beaucoup de temps dans le donjon et les choses commencent à mal tourner pour eux. Juste à ce moment-là, l'un des professeurs s'approche d'eux et il se demande s'ils ont fait quelque chose de mal, mais il s'avère que c'est en fait Allozer qui se faisait passer pour le professeur au centre de collecte de points et il a dupé Orobas pour qu'il lui donne le pot. Il le donne ensuite à Iruma gratuitement et dit qu'il veut qu'il gagne, puis il s'en va avec 12 800 points pour lui-même. Nous découvrons aussi que Samuro a obtenu 45 500 points. Les frères Dororo ont chacun fait 37 100 points, Karori a refusé de rendre les animaux pour des points et a obtenu 36 800 points pour elle-même, tandis que Kain a fait 22 500 points et Elisabetta a fait 20 700 points. Un gars de garnison a réussi à retenir les forces de Karori et tous les habitants du château leur ont offert leurs points, leur rapportant à chacun 32 300 points, tandis qu'Alice et Jazz ont abandonné avec 0 points. Le temps étant compté pour la graine légendaire et le pot en main, Haruma, Carla et Lied commencent à travailler pour faire fleurir la graine. Ils se souviennent des leçons de leur professeur Dembodni et utilisent la magie de floraison sur la graine, mais cela demande beaucoup de magie ainsi que de l'imagination de leur part. Sa magie s'épuisant dans l'arène, Iruma se sent impuissant, mais ils se souviennent alors que Carla a absorbé beaucoup de magie de lui lors de leur première rencontre grâce à sa poche magique et elle la charge et la leur donne. Grâce à tous ces efforts, ils parviennent à faire fleurir la feuille légendaire qui s'avère être une fleur ballon d'apparence stupide. Carla dit qu'elle ne veut aucun point de la fleur car elle leur appartient et elle renonce à ses droits sur tous les points qu'elle pourrait rapporter. Sur ce, le festival de la moisson prend fin et ils se rassemblent tous pour les résultats. Tout le monde s'attend à ce qu'Iruma et Lai le gagnent, mais Orobas arrive premier avec 58 000 points. Cela choque tout le monde, mais tous se sentent mal à l'aise, y compris Oroba, qui ne semble pas se souvenir comment il a obtenu tous ses fruits et à qui cette première place semblait trop artificielle. Juste à ce moment-là, Jazz arrive avec son grand cerveau et dit qu'il devrait recalculer les points, car la feuille légendaire valait 100 000 points et le pot en lui-même valait 20 000 points. Ce qui signifie qu'Iruma et Lied devraient obtenir 60 000 points chacun au lieu de 50 000 points. Cela les place tous les deux à la première place et tout le monde se réjouit de leur victoire, y compris Orobos qui reconnaît leurs efforts et s'excuse pour son mauvais comportement dû à la jalousie, car il a toujours été deuxième à tous les examens à cause de ce petit malin d'Allozer.
Ainsi, Iruma et Lyd sont nommés les jeunes rois et la feuille légendaire prend la parole et les récompense en transformant chaque arbre autour d'eux en cerisière en fleurs. Avec cela, les gagnants obtiennent de nouveaux rangs et Iruma et Lyd montent au rang de Dolph tandis que de nombreux inadaptés montent au rang de Guimel. Plus tard ce soir-là, Sullivan interroge Arobas sur son compagnon et grâce à toutes leurs recherches, il parvient à localiser Ocho et dit à Robin d'envoyer un message en lui tirant une flèche à travers, mais en le gardant en vie exprès. Il dit qu'il ne laissera jamais personne interférer avec les étudiants de Babel et Ocho doit traîner son cul en sang jusqu'à Bael pour faire un rapport. Là, nous découvrons qu'Ocho est l'un des subordonnés de Baal qui essaie d'obtenir des informations sur Iruma pour faire chanter Sullivan d'une manière ou d'une autre, et grâce à son micro-secret qu'il avait placé sur Iruma plus tôt dans le festival, ils ont découvert qu'il était en fait humain. Kirio découvre cela aussi et il décide de manger Iruma aux côtés de Baal. Après le festival de la moisson, Iruma décide d'aller voir un tas de ses amis et commence son voyage en rendant visite à Lyd. Chez lui, il joue à un tas de jeux vidéo et rencontre sa sœur aînée nommée Shaki, qui est célibataire et toujours à la recherche d'un petit ami. Elle essaie aussi de draguer Iruma, mais Lyd la transforme en burrito de couverture et lui dit de rester à l'écart. Après cela, Iruma continue sa scolarité comme d'habitude, et lors d'une de ses séances de lecture de manga avec Ameri, elle mentionne qu'elle aimerait essayer de faire de la pâtisserie, comme dans le manga, mais elle ne peut pas car elle est bannie de sa cuisine. Iruma décide de l'inviter chez lui pour qu'ils puissent cuisiner ensemble, et ils ont tous les deux un rendez-vous à la maison, où Opera les aide à faire des biscuits parce qu'ils sont tous les deux nuls en cuisine. Sullivan semble être absent ce jour-là pour affaires, et devient vraiment triste quand il découvre plus tard qu'Iruma a fait des biscuits et qu'il a manqué d'en être témoin. Après cela, il appelle Bachiko et la récompense avec un tas de sucreries pour avoir aidé Iruma avec son entraînement, puis lui demande de lui faire un rapport sur les événements du monde souterrain. Après qu'elle ait fait son rapport, Sullivan lui révèle qu'Iruma est un humain et il veut qu'elle continue à le soutenir avec ses méthodes d'entraînement. Il lui demande aussi si elle veut qu'il efface ses souvenirs à ce sujet, si elle est mal à l'aise de connaître ce fait, mais elle dit qu'elle s'en fiche et montre qu'elle n'est pas raciste. Juste à ce moment-là, Clara arrive avec une invitation d'Alice pour la maison d'Iruma et ils vont tous les deux chez lui. Ils passent le reste de la journée à jouer, cuisiner et profiter de toutes sortes de choses chez Alice, mais Iruma se sent tiraillé à l'idée de garder un secret pour ses deux meilleurs amis. En traversant sa maison, il rencontre la mère d'Alice qui l'attrape et lui dit à quel point elle est heureuse de le rencontrer enfin, car il est tout ce dont son fils parle maintenant. Iruma lui raconte qu'il garde un secret pour ses amis et qu'il ne veut pas, et elle lui donne des conseils de sage et lui dit que c'est bien de garder des secrets, mais s'il sent qu'il peut leur faire confiance, alors il ne devrait pas laisser cela le peser seul. Sur ce, Iruma décide d'aller leur parler et au lieu de révéler qu'il est humain, il leur dit qu'il voulait vraiment les remercier d'être là pour lui et de l'avoir aidé pendant le festival et qu'il les aime vraiment tous les deux et se sent béni de les avoir comme amis. Cela les rend tous les deux très heureux aussi et ils lui sautent dessus de joie. Le lendemain matin, ils retournent tous à l'école et la classe des inadaptés décide de travailler à faire en sorte que le reste des membres de la classe deviennent également Dalif. Ils se rassemblent et Iruma dit qu'il semble leur manquer quelqu'un et c'est alors que Caligo désigne leur 13e membre de classe nommé Soy et nous découvrons qu'il était là dans la classe depuis le premier jour mais que tout le monde a réussi d'une manière ou d'une autre à simplement l'oublier tout ce temps. Remontez et voyez si vous pouvez le trouver dans certains des événements précédents de la vidéo et profitez de son jutsu furtif IRL et c'est ainsi que les 3 premières saisons de Welcome to Iruma-kun se terminent.